Fallait faire naître le déclic. Globalement, c'est un produit auquel les gens dédient très peu de temps de cerveau. En gros, les seuls moments où tu penses à quelle marque de gel douche tu vas prendre, c'est quand tu es dans ton rayon pour racheter ton gel douche parce que tu n'en as plus. Et donc, nous, on a besoin de casser ce pattern. Et donc, le social ads, c'était beaucoup plus puissant que du SIA, etc. Je pense qu'on a dû dépenser peut-être un peu plus de 300 000 euros par mois, direct avec des indépendants. Tu mènes des négos avec la strat, tu essaies d'avoir un peu de visibilité. Et puis après, tu signes ton premier contrat. Et puis après, le deuxième, et tu montes comme ça. Et se pose juste une question, c'est de savoir, est-ce qu'il va gagner plus d'argent en mettant ta marque ou pas. Un des trucs, c'est d'arriver à bien comprendre quels sont les enjeux de ton acheteur. On a réussi à avoir Alexandre Bompard de Carrefour, Thierry Cotillard de Intermarché, Michel-Édouard Leclerc de Leclerc. En 2 ans, on est passé de 0, enfin vraiment rien du tout, à 4000 magasins. Tu reviens un peu aux 4P du marketing, quoi. Est-ce que tu as le bon prix? Est-ce que tu as le bon produit? Est-ce que tu es bien placé? Est-ce que tu as la bonne promotion au sens large? Installer notre logo, répéter notre nom de marque, installer une couleur, le rose. Tout ça, en fait, c'est dans ce bucket-là que ça va se faire. Le vu à la télé, en fait, ça reste un truc qui est un gage de sérieux, de puissance de marque, etc. Il y a beaucoup de gens encore qui pensent que les trucs sur Internet, c'est des arnaques. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas considéré pareil par les acheteurs de la grande distribution. Quand tu fais des trucs qui te font marrer, auxquels tu crois, en général, les gens le sentent et ont envie de se marrer avec toi aussi, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans D2C, le podcast des experts du e-commerce. Dans ce podcast, on reçoit des pointures et des experts de leur domaine respectif. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de Aymeric. Aymeric est le fondateur de 900 Care. Aymeric, comment vas-tu déjà pour commencer? Très bien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, je suis très content de faire cet épisode avec toi. Comme je te le disais tout à l'heure, ça fait un petit moment que j'avais envie de creuser les coulisses de la stratégie marketing, entre autres, pas que de 900 Care. Aymeric, tu es, pour te présenter un petit peu à notre audience, ancien consultant en stratégie. Donc tu as fait notamment 6 ans dans un grand cabinet en France, puis aux États-Unis. En 2019, tu as quitté le monde corporate pour lancer 900 Care, que tu as cofondé avec ton cofondateur qui s'appelle Thomas, si je ne dis pas de bêtises. Et le constat de base, c'est que dans un gel douche, il y a 80-90% d'eau dans un plastique à usage unique. Et du coup, votre réponse à ça, c'était entre autres la recharge, donc pastille plus stick et un flacon que tu peux garder toute ta vie. Donc il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu un lancement de 900 Care par crowdfunding, donc notamment sur Ulule et KissKissBankBank, où il y a eu d'ailleurs des très beaux records avant l'ouverture du site. Puis plusieurs levées de fonds, 10 millions en 2021, 21 millions début 2024. Et aujourd'hui, 900 Care, tu me corriges si les chiffres ne sont pas bons, mais c'est à peu près 15 millions de chiffre d'affaires, des centaines de milliers de clients et surtout un virage qui est assez fort et marqué, on en parlait encore tout à l'heure, vers la grande distribution. Voilà, quand on a préparé l'épisode ensemble, tu me disais que l'ambition à date, c'est d'aller chercher 100 millions de CA en attaquant, je ne sais pas si on peut dire frontalement, mais en tout cas les géants de l'hygiène. Donc plein de sujets abordés, notamment, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce shift de e-com vers retail, puisque comme tu le sais ou tu le sais peut-être, il y a beaucoup de marques qui sont passées ici qui étaient pure players, qui le sont encore ou qui sont en train de faire cette transition. Donc énormément de questions à te poser, mais ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être de te laisser te présenter et nous présenter 900 Care. Écoute, tu l'as déjà très bien fait, mais donc je m'appelle Aymeric, j'ai 36 ans, je suis papa de 2 super garçons et puis je suis cofondateur de 900 Care. Comme tu l'as expliqué, 900 Care, c'est une marque de produits d'hygiène rechargeables. On est parti du constat que tous nos produits d'hygiène, c'est des produits qui sont remplis d'eau, jusqu'à 90% dans le cas d'un gel douche, emballés dans le plastique jetable. Et donc nous, l'idée, c'est de ne vendre la bouteille qu'une seule fois, parce que c'est une bouteille rechargeable qu'on va pouvoir recharger à l'infini, et de vendre ensuite juste les 10% d'ingrédients actifs. C'est à la forme de petits bâtonnets de poudre compressée. Tu les mets dans ta bouteille et tu rajoutes de l'eau et tu recrées ton gel douche, mais maintenant ton déo, ton shampoing, ton gel pour les mains, ton dentifrice, bientôt la lessive. En gros, tous les produits que tu trouves dans un supermarché qui ont une majorité d'eau et qui sont emballés dans le plastique jetable, ça a vocation à devenir un produit 900 Care. Aujourd'hui, ça représente quoi 900 Care? Donc j'ai donné quelques chiffres, mais si tu peux nous dire, tu vois, en nombre de pays, l'équipe, les clients, pour situer. Aujourd'hui, donc 900 Care, ça va faire à peu près 15 millions de CA à la fin de l'année, à peu près 2 tiers en ligne, à peu près 1 tiers en grande surface, sachant que la grande surface, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 18 mois, donc ça a été une croissance vraiment extrêmement rapide. Bravo. On est une équipe de 25. Ça, c'est l'équipe au siège. Mais à côté de ça, on a aussi beaucoup de partenaires qui sont très intégrés. Notamment, on a créé une usine
avec un partenaire, mais l'usine n'existait pas, elle a été créée pour 900 Caire et c'est une usine avec qui on bosse en exclusivité. Ça fait travailler à peu près 25-30 personnes aussi dans la région de Saint-Étienne. Okay. On a un logisticien avec une zone dédiée dans leur entrepôt qui, pareil, fait travailler une dizaine de personnes. Et puis, on a une quarantaine d'agents, voire même une cinquantaine d'agents commerciaux qui sillonnent toute la France. C'est des agents on appelle ça multicartes, ça veut dire qu'ils représentent plusieurs marques, dont 900 Caire, et ils sillonnent la France pour ouvrir des magasins de grande distribution pour nous. 900 Caire, si je dis pas de bêtises, vous êtes lancé, donc le site c'était 2020, c'est ça? Donc au début c'était... c'est même 2021. 2021. Gros, ouais. Premier produit expédié, on se met à travailler sur le projet en 2019, ouais. On a 1 an et demi de R&D, on expédie les premiers produits du crowdfunding à la toute fin 2020, début 2021, et on ouvre le site dans la foulée. Question qui n'était pas prévue mais qui m'intéresse, d'où est venue l'idée? Comment tu as lancé ça? Comment tu es passé du corpo justement à ce monde-là? En gros, quand je suis rentré des États-Unis après avoir vécu mon expérience de conseil, je savais que je voulais entreprendre et je savais que je voulais entreprendre dans les biens de grande consommation parce que c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé. Okay. Et que les États-Unis sont quand même très en avance sur tout ce qui est DNVB, etc. Moi, j'y étais entre 2015 et 2018, donc c'était vraiment le boom des DNVB là-bas, alors que ça n'était pas encore arrivé en France. Et donc, j'ai commencé à réfléchir avec Thomas, qui est un copain de prépa, à plein de projets différents, mais toujours dans les biens de grande consommation. Et la raison pour laquelle on s'est arrêté sur ce projet, c'est qu'il combinait 3 trucs très importants pour nous. Le premier, c'est un vrai impact positif sur la société. En l'occurrence, là, c'est le fait d'arrêter de jeter du plastique. Donc, depuis le lancement, on estime qu'on a évité plus de 13 millions de déchets plastiques. Tu arrêtes aussi de transporter de l'eau. Et donc, en fait, l'analogie que j'aime bien prendre, c'est si tu imagines un camion qui est rempli 10 camions, 33 tonnes remplies de gel douche, avec 900 Caire, tu peux en avoir qu'un seul, parce que nos recharges, elles sont 10 fois moins lourdes et elles sont 10 fois moins volumineuses. Donc, tu as des énormes gains en termes de CO2. On génère à peu près 5 fois moins de CO2 par rapport à un produit classique. Donc, il y avait ce premier pilier, l'impact. Le deuxième pilier, c'était le pilier de l'innovation. Un des trucs qui nous a vachement plu, c'est cette idée de dire on vient prendre une industrie qui est un peu dormante, entre guillemets, puisque depuis 50 ans, c'est globalement les mêmes marques, les mêmes produits. L'innovation produit est quand même très faible, c'est-à-dire que si tu regardes les DO, oui, on est passé de 24 à 48 à 72 heures d'efficacité, mais globalement, il ne se passe rien de vraiment très marquant sur cette industrie. Et donc l'idée d'apporter une innovation de rupture sur un marché établi, ça nous a vachement plu. Et le dernier point, c'était le fait qu'on pense qu'il y a un vrai hack de business model avec ce système, parce que tu réduis tes COGS, les coûts de tes produits. Il faut savoir que dans un gel douche classique, le coût de fabrication, tu as à peu près 50% qui part dans la bouteille, 50% qui part dans ce qu'il y a dans la bouteille. Nous, en fait, on enlève du coup, pour nos recharges, tout le coût de la bouteille. Et donc, ça veut dire que tu peux avoir un produit qui... une fois que tu es à l'échelle, tu peux avoir un produit où tu dépenses plus sur la matière première. Donc, tu peux avoir des ingrédients de meilleure qualité, mais à un prix plus bas. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que tu gagnes aussi sur le transport énormément, ce qui a un gros impact en direct to consumer, puisque ça fait que nos recharges, elles peuvent passer dans un format lettre. Et ça a aussi un impact conséquent sur la partie retail. Et donc, quand tu mets les trois côte à côte, tu te dis, je vais avoir un projet qui est très innovant, qui va avoir un gros impact et qui, en plus, a un vrai hack de business model. Et donc, on s'est dit, go. Trop cool. Et c'était un cheminement qui est... en gros, vous avez évalué, tu vois, différents types d'options et celle-là était la plus parlante, où il y avait, tu vois, je parlais des marques qui t'ont inspiré, des trucs qui étaient... En fait, on a regardé plein d'options. Au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à regarder un peu ce qui se passait aux US, parce que c'était un marché que je connaissais et comme je te disais, il y avait... c'est un marché qui est plutôt en avance sur le consumer. On a regardé plein de marques différentes. On avait trouvé une marque qui faisait du dentifrice en pastille. On avait trouvé une marque qui faisait un peu le même truc que nous, mais pour des lave-vitres, etc. Ouais. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut apporter ce type d'innovation avec deux choses différentes. La première, c'est la logique de gamme. Parce qu'aux États-Unis, les marchés sont tellement gros qu'en général, ces marques, elles se lancent sur un monoproduit. Donc, tu fais du déo rechargeable, ou tu fais du dentifrice, ou tu fais... Sauf que quand tu fais les maths sur un marché comme la France, où la sensibilité prix est plus forte et où les marchés sont simplement moins gros, tu te rends compte que tu étais obligé d'avoir une notion de gamme. Donc ça a été une des premiers changements par rapport à ce qu'on a vu. Et le deuxième, c'est de l'apporter sur l'hygiène et pas juste sur l'entretien. Pourquoi c'est structurant? C'est qu'il y avait du coup une vraie innovation de formulation, puisqu'autant sur l'entretien, c'est assez facile à formuler.
dans le sens où ça reste du liquide à l'intérieur. Le liquide pour les vitres, c'est du liquide. Et donc, quand tu mets une pastille, tu rajoutes de l'eau, ça se dissout. Il n'y a pas d'enjeu de texture, alors que dans le gel douche, il y a un vrai enjeu de texture et de naturalité, etc. Et donc, un des premiers recrutements qu'on a fait, d'ailleurs, c'est Paola, qui est notre cosmétologue, qui formule tous nos produits. Donc, au milieu de notre bureau, on a un labo. Elle formule, parce qu'il y a une vraie innovation de formulation. Génial. Et, très intéressant ce que tu disais, le fait d'apporter de l'innovation de rupture. J'imagine que ça vient avec son lot de complexité, notamment pour faire apprendre à des personnes des nouveaux usages. Donc on y reviendra, mais ça m'intéresse de creuser particulièrement sur le online, comment tu fais pour éduquer des personnes sur des usages différents. 900K au départ, donc c'était que du online. Vous avez commencé sur distribution site, où vous aviez déjà les magasins. Donc on s'est lancé, comme tu l'as dit, d'abord avec du crowdfunding. Ouais. Donc là, c'était de la prévente en ligne via Ulule, puis KissKissBankBank, où ça a très bien marché. Ensuite, on a ouvert notre site, et très peu de temps après, on a lancé dans 135 magasins Monoprix, qui était en fait un premier pilote de grande distribution. Ça ne s'est pas très bien passé chez Monoprix, pour plein de raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer. Donc, on a assez rapidement arrêté. Et jusqu'à 2024, en fait, on s'est concentré uniquement sur la vente en ligne, uniquement en direct-to-consumer et uniquement sur un modèle d'abonnement. Alors, pourquoi d'ailleurs un modèle d'abonnement Vas-y. Alors, pourquoi un modèle d'abonnement ? On a testé différents modèles. On vend des produits qui ne sont pas chers. Notre gel douche, une recharge, ça coûte 2,49 €. Donc, si tu veux faire un modèle qui n'est pas d'abonnement, tu es obligé de vendre des bundles avec beaucoup de produits. Mais si tu vois, à 4 gel douche, c'est déjà beaucoup de gel douche, ça fait que 10 €. Et comme tu le sais, en e-commerce, vendre un truc à 10 €, c'est quand même compliqué pour derrière le rentabiliser. Et l'autre truc dont on s'est rendu compte, c'est que quand on vendait ces bundles, on avait du mal à les vendre. Les taux de conversion étaient relativement bas. Pas pour des raisons de prix, mais parce qu'en fait, les gens se disent « j'ai jamais testé votre truc, je ne vais pas m'acheter 4 gel douche si je ne sais même pas que un marche ». Donc, ce modèle-là, on avait beaucoup de mal à scaler avec. On avait des coûts d'acquisition qui étaient très élevés. On n'arrivait pas à rentabiliser les clients. Et puis après, on s'est dit, OK, on a un produit qu'on pense être vraiment excellent. C'est un produit qui est récurrent. On peut facilement prévoir... a priori, tu vas te doucher tous les jours, donc on peut prévoir ta consommation. Tu te brosses les dents tous les jours, on peut prévoir ta consommation. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne testerait pas un autre modèle, qui est un peu un modèle freemium, entre guillemets. On a un kit d'essai qui est pricé très bas. Donc, par exemple, notre kit essentiel, c'est 5 produits, c'est 9,99 €. C'est vraiment un produit d'appel. T'as quoi dedans dans les 5 produits ? On a nos 5 meilleurs produits. Donc, on a gel douche, dentifrice, déo, shampoing et gel pour les mains. Avec à chaque fois leur bouteille et la première recharge. Et la bouteille, du coup, peut être... T'as pas besoin d'en reprendre une autre derrière si tu veux Non, mais tu la recharges après. Donc tu gardes, c'est des bouteilles que tu gardes et après, tu achètes juste les recharges. Donc, en gros, le modèle, c'est tu achètes ton kit essentiel, tu es abonné, mais c'est un abonnement sans engagement. Et si tu décides de rester abonné et tu ne te désabonnes pas, tu vas recevoir ensuite tes recharges. Et là, pour le coup, on va avoir des bundles plus gros. On va envoyer par lot de 4. Donc, en gros, 4 gel douche, 10 €. 3 déos, c'est 10 € aussi, parce que le déo est un peu plus cher. Et du coup... Pour le coup, là, les gens sont prêts à prendre des bundles parce qu'ils ont déjà testé. Mais ce modèle-là ne marche qu'avec de l'abonnement, parce que sans abonnement, en fait, même si les gens ont bien aimé, ils ont du mal à venir racheter parce que c'est de la charge mentale, parce qu'en fait, tu ne penses pas beaucoup à ces produits et qu'en général, tu y penses soit quand on n'a plus, donc tu vas l'acheter en bas. Enfin bref. Et donc, ce modèle, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça marchait très bien. Ça permettait d'avoir des coûts d'acquisition très bas, parce que du coup, ça enlevait le frein majeur à l'essai qui était... un peu le prix, mais surtout la quantité. Comme ça, ils pouvaient tester. Et après, du coup, comme les clients étaient satisfaits, on avait aussi des très bons retours sur... des très bons taux de rétention. Intéressant. Et question de curiosité, mais ceux qui testent généralement donc ces 5 produits, ensuite réachètent sur la totalité des produits, ou tu observes des tendances où ils vont prendre que le déo ou que 2 produits On a un petit peu de déperdition, mais globalement, tu vois, aujourd'hui, en moyenne, les clients ils vont prendre entre 5 et 6 produits sur le kit de démarrage. Et sur leur première recharge, ils vont être à 4,5. Donc, en moyenne, tu perds un produit, ce qui est assez normal parce que, comme tu vends un bundle au départ, peut-être qu'ils n'avaient pas besoin des 5 produits, qu'ils avaient déjà leur shampoing qu'ils adorent ou leur déo qui marche bien, etc. Peut-être qu'il y a un produit qui ne leur a pas plu, mais globalement, les clients gardent beaucoup de produits. Ce qui est quand même fort, c'est-à-dire que tu arrives à les faire shifter leurs usages sur plusieurs routines en même temps. Ouais, et c'est vraiment la force de 900K, c'est-à-dire qu'on ne vend pas un produit, on vend vraiment une nouvelle façon de consommer. Et en fait, si tu adhères au concept et si tu te dis, OK, c'est débile de continuer à payer
pour de l'eau et du plastique, je préfère mettre mon argent dans des super ingrédients de qualité et refaire mon produit moi-même. Et ben, une fois que tu adhères à ça, en fait, tu adhères sur l'ensemble de la gamme. Donc, si on prend donc tu dis 2021 à 2024, focus online. Donc là, alors je ne sais pas si tu partages des chiffres, mais tu disais en gros... on est monté à peu près à 10 millions de chiffre d'affaires sur l'online. Sur l'online. Une croissance assez rapide. Sur 3-4 ans, c'est quand même solide. C'était quoi, si on creuse un petit peu, c'est que cette première partie, premier chapitre de l'histoire de 900K, parce qu'après il y a la partie retail, on y viendra, mais c'était quoi votre strat à cette époque? D'où venait, c'était quoi les canaux d'acquisition dans les grandes lignes? Ouais, on a eu un peu trois époques, si tu veux. La première, c'était un peu le pré-lancement, donc le crowdfunding. Là, c'est quelque chose où finalement, on a assez peu amplifié avec des ads. On en a fait un petit peu, mais pas beaucoup. Ça a été beaucoup porté par une dynamique organique, du bouche à oreille, une logique un peu communautaire, ce qui est d'ailleurs un des grands avantages du crowdfunding. Et ça nous a permis sans doute de faire notre premier million de chiffre d'affaires. Ensuite, on a fait notre première levée, comme tu l'as dit. Là, on a pu commencer à amplifier avec des ads. Et donc là, tu vois, je sais pas, on a dû monter à 5-6 millions de chiffre d'affaires en amplifiant sur ce qu'on faisait sur des ads. Et le palier de croissance d'après, ça a été de démultiplier en fait les produits. Au départ, quand on s'est lancé, on avait cette logique de gamme, mais on n'était que sur quelques produits. On avait déo, shampoing, déo, dentifrice et gel douche. Et en fait, assez rapidement, on a commencé à innover pour faire du shampoing, pour faire du gel pour les mains, pour faire différents dentifrices, pour faire des produits pour la maison, du liquide vaisselle, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je te disais, un client prend quasiment 6 produits quand il achète chez nous. Enfin, 6 catégories de produits. Si on regarde un petit peu, on s'arrête rapidement sur votre strat marketing d'acquisition. Comme tu le sais, c'est un peu, entre autres, le thème du podcast, même si on ne parlera pas que de ça aujourd'hui. C'était quoi, donc vos publicités, l'amplificateur, c'était quoi les canaux sur lesquels vous alliez Principalement Meta. Principalement Meta. En fait, et aujourd'hui, on ne fait plus que du Meta. On a progressivement coupé toutes les... Google, 0. Ouais. Ok, intéressant. Parce que, en fait, en gros, ta stratégie média, elle dépend énormément de ta catégorie. Et c'est assez marrant parce qu'on est régulièrement contacté par exemple, des agences de SEO ou de SIA qui disent « Ah, votre SEO, c'est pas top, etc. » Et à chaque fois, je leur dis « Oui, mais personne ne se lève le matin en disant je veux changer de gel douche. » Si tu vends du matelas, c'est complètement différent. Matelas, c'est un achat qui n'est pas fréquent, tu ne connais pas les marques, tu vas faire des recherches, c'est super important le SIA, c'est super important le SEO. Pour du gel douche, en fait, il n'y a pas de requête. Aujourd'hui, on se fait aussi beaucoup démarcher par des agences de GEO pour les chatbots, mais, enfin, les LLM, mais pareil, personne ne se réveille le matin en disant j'ai envie de changer de gel douche, quel est le meilleur gel douche que tu me conseilles? Et on a assez rapidement compris que nous, ce qui marchait, c'était en fait, il fallait faire naître le déclic. C'est un produit auquel, globalement, les gens dédient très peu de temps de cerveau. En gros, les seuls moments où tu penses à quelle marque de gel douche tu vas prendre, c'est quand tu es dans ton rayon pour acheter ton gel douche parce que tu n'en as plus. Et donc, nous, on a besoin de casser ce pattern. Et donc, le social ads, c'était beaucoup plus puissant que du SIA, etc. Après, on a testé du coup différents canaux de social ads. On a fait un peu de shorts, on a fait donc beaucoup de méta, un peu de TikTok. Mais à chaque fois, on se rend compte nous, personnellement, on s'est rendu compte que l'algo de méta était tellement fort que il était difficile à battre. Donc, on a dit, concentrons-nous sur un seul canal. Ça touche quasiment toute la population de toute façon. Et si on est bon là-dessus, ça marchera bien. C'est intéressant parce que j'imagine que ça devait impliquer des contraintes aussi. Enfin, pas des contraintes, mais du moins une certaine ligne créative, édito-créative, puisque tu es quand même, comme tu le disais, un produit sur innovation. Donc tu as tout un côté éducatif, évangélisation d'un marché. Et tu ne peux pas aller sur des arguments très prix-produit parce qu'en fait, les gens ne te comparent pas et vu qu'il n'y a pas de comparatif. C'était quoi la stratégie créative que vous aviez? Je sais qu'il y a Roin, on dit Roin, qui a beaucoup communiqué autour de ce que vous faisiez à l'époque sur Meta, mais curieux de savoir un peu de ton prisme, tu vois, comment vous voyez ça, comment vous avez appliqué ça. Ouais, alors stratégie créative, c'est un grand mot. Hein. Je pense que c'est plutôt, il y a quelques principes et après il y a beaucoup d'itérations. Les grands principes, c'est que, en effet, tu as un équilibre à trouver entre... En fait, tu vois, il y a un peu 3 niveaux de com. Il y a le côté très produit, prix, promo, machin, achète maintenant.
qui marche bien pour certaines catégories de produits, mais il faut que tu connaisses. Il y a aussi une autre catégorie qui pourrait être de communication beaucoup plus aspirationnelle, que tu vois beaucoup dans la beauté ou Apple. Et en fait, ces deux choses-là, pour nous, c'était pas possible. Parce que tu peux pas faire de l'aspirationnel avant que les gens comprennent ton produit, et tu peux pas faire du prix non plus ou de la promo avant que les gens comprennent ton produit. Donc il fallait qu'on se mette dans le truc du milieu sur de l'éducation et que les gens comprennent l'intérêt de ce qu'on fait. Donc il y avait vraiment cette dimension éducative, comprendre pourquoi c'est absurde d'acheter du gel douche. D'ailleurs, une des premières vidéos qui a très bien marché, c'est une vidéo qu'on a faite avec Brut au tout début quand il commençait à faire du branded content. Elle a eu 4 millions de vues en organique sur Brut, et c'était simplement moi qui expliquais que dans un gel douche, il y a 90% d'eau, 10% d'ingrédients actifs, et que du coup, ça n'avait pas de sens, et que nous, on avait compacté tous les ingrédients actifs. Et ça a très bien marché. Mais donc, du coup, tu as vraiment la difficulté de communiquer sur ces produits, c'est que il faut que tu aies un vrai angle pédagogique de pourquoi tes produits sont mieux, un vrai angle de tuto à chaque fois, comment ça marche. Toutes vos créas, vous aviez cette première partie brique un peu, je désamorce, j'explique et... Ouais, en fait, souvent, on avait le problème, la solution, le tuto, le CTA. En gros, c'est un peu ça le corps. Donc ça, c'était un peu la structure de base. Et après, nous, on l'a décliné avec un peu une matrice en 3 dimensions. Tu as une dimension qui est les formats. Donc, il y a les formats qu'on appelait type brut, donc prise de parole fondateur. On faisait des podcasts, on fait des micro-trottoirs, etc. Donc, on a différents formats, on a différents angles d'approche, parce qu'il y a le fait de transporter de l'eau, arrêter d'acheter de l'eau, qui est un de nos gros arguments, mais il y a aussi plein d'arguments en santé, par exemple sur les déos, les sels d'aluminium, etc. Et le troisième angle, c'est les produits. C'est-à-dire qu'on a plein de produits. Et donc, en fait, dès que tu trouves un format qui marche, tu vas essayer de le décliner sur différents angles et sur différents produits. Et donc, du coup, ça te fait une matrice de créa assez dense. Sachant qu'à la fin, tu converges toujours, puisque on redirige tout le temps sur notre page bundle de 5 produits. Donc, on prend un des 5 produits, on parle dessus et on fait acheter les 5. Donc, le produit d'appel restait toujours le même, mais la manière dont vous alliez diffuser le message était un peu tentaculaire. On allait toucher grosso modo tous les types de personnes, les angles. Okay. Ultra intéressant. Et en termes de volume de dépenses, je ne sais pas si tu peux communiquer des ordres, mais ça représentait quoi? C'était comment tu jaugeais le plus haut qu'on soit monté, je pense qu'on a dû dépenser peut-être un peu plus de 300 000 euros par mois. Ouais. Maintenant, on a quand même pas mal baissé, parce qu'on va piloter notre online plus dans une logique de renta, parce qu'on a envie d'investir plus sur la partie grande distribution. Mais ouais, on est monté jusqu'à là. Ça fait que du coup, on avait à ce moment-là une équipe créa assez dense, dont Rin faisait partie, parce qu'on devait sortir énormément de créa. Et qu'est-ce qui... Pardon, je t'ai coupé. Non. Qu'est-ce que tu regardais à cette époque? Et ça m'intéressera du coup de te reposer la question après de qu'est-ce que tu regardes maintenant. Mais justement pour te dire, ok, j'ai investi, c'est bien, je continue à investir, c'est moins bien, je désinvestis, c'était quoi tout? Sur la partie conversion pure, en fait, on a une logique qui est très simple, c'est qu'on pilote au CPA/au ROAS. Les deux sont très corrélés vu qu'on vend tout le temps le même produit. En gros, on surveille. En général, on pilote au CPA, on surveille le ROAS pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire qu'un CPA très bas, mais en fait, ils n'achètent qu'un produit et du coup, c'est des clients moins rentables. Mais en général, on a très peu de variations sur le panier moyen. Donc, CPA et ROAS, c'est deux métriques qui sont assez bons, et on s'est défini un seuil qui correspond à un payback donné. Donc, on sait qu'en fait, quand on recrute un client à tel CAC, on va le rentabiliser en tant de temps. La difficulté qu'on a, en revanche, qu'on n'a jamais vraiment réussi à craquer, c'est comment est-ce que tu fais ça tout en prenant en compte la rétention de tes cohortes qui peut varier. Mais on n'a jamais réussi à renvoyer le signal à Meta de qu'est-ce qu'une bonne cohorte, qu'est-ce qu'une mauvaise cohorte et comment est-ce qu'on peut optimiser ça. Ouais. On a fait plusieurs tentatives. En fait, idéalement, ce que tu voudrais optimiser dans notre cas, ce serait un ROAS de LTV du client. Parce que pour nous, le ROAS, ça n'a pas beaucoup de sens dans le sens où on va dépenser plus en ads que ce qu'on va gagner sur le premier. Donc c'est un ROAS qui est inférieur à 1, ce qui est absurde, mais sauf que ce qui est absurde si tu vends que ça, mais comme on vend de l'abonnement, on rentabilise, ce qui serait plus intéressant. Et donc, le ROAS est bien évidemment, enfin en tout cas, le premier achat est corrélé au ratio lifetime value sur CAC.
Mais idéalement, si on pouvait avoir un signal un peu meilleur, ce serait bien. Sauf qu'on n'a pas réussi à le faire. On en parlait avec le fondateur de la Brigade de Véro qui est passé sur le podcast. Alors, je crois que l'épisode ne date pas encore publié, mais ça, je pense que quand celui-là sera publié, il sera déjà publié, j'espère, sinon c'est qu'il y a un problème dans le prod. On parlait justement de ce sujet, entre autres, qui n'est pas évident de donner les bons messages à l'algorithme, même si tu as des sujets de data, etc. évidemment, mais lui avait un peu le même sujet parce que leur business étant un business d'abonnement aussi, ce qu'ils cherchent, c'est pas nécessairement le coût d'acquisition le plus bas, c'est à acquérir des personnes qui restent le plus longtemps possible. Ouais. Donc, in fine, que ton CPA ou ton CAC soit à 100 ou à 200 euros, je prends leur ratio, c'est pas tant ça la question, c'est que j'acquiert des gens qui restent 4 ou 8 mois, et parce que je sais qu'in fine, ça va être plus rentable. Mais ce qui est très difficile, en fait, en gros, il y a plein de catégories. Tu vois, par exemple, sur la bouffe pour chiens ou sur les compléments alimentaires. Et en général, le hack que tu fais, c'est que tu fais remplir des questionnaires qui te permettent en fait de qualifier assez finement, ou tu peux même le faire sur certains business SaaS à destination des SMBs. En fait, tu as des espèces de quiz qui permettent de personnaliser, mais surtout qui permettent de récolter de la data. Et après, derrière, tu peux renvoyer de la data, faire un scoring. Tu sais que les clients qui ont telle race de chien, en fait... la lifetime value est plus petite parce que leur chien est plus petit, etc. Donc, tu dépenses moins. Et donc, tu es capable de faire un scoring assez fin que tu peux envoyer à Meta. Sauf que nous, comme on a un produit qui est très simple, qui est du gel douche, on n'a pas de funnel de questionnaire, etc. Et donc, la data qu'on a au moment où le client achète, on a en fait très peu de data à renvoyer à Meta pour lui donner des signaux. Donc, c'est vraiment ça la difficulté. Nous, on a optimisé notre funnel pour que l'achat se fasse le plus vite possible. Donc, on réduit au maximum les choix, on demande très peu d'infos, ce qui fait qu'on a un CPA qui est plus bas, mais en contrepartie, on n'a pas de signaux particuliers. Et vous distinguez des types de personas différents, tu vois, des gens qui achèteraient le même produit, mais qui ne sont pas forcément le même type de personnes, qui n'ont pas le même âge, pas la même zone. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent ou pas? On l'a jamais... en fait, déjà, nous, on a une base de clients qui est en fait, quasiment... qui reproduit quasiment la France. On a tous les âges, sauf les très vieux. Ouais. On a des hommes, des femmes, à peu près 60-40, ce qui représente à peu près le split des acheteurs dans cette catégorie. On a... beaucoup de gens qui habitent à la campagne ou dans des petites villes. On surpondère sur cette catégorie-là. Donc, on a vraiment on n'a pas de profil démographique type. Le point commun qu'on a trouvé entre tous ces gens, c'est qu'ils se définissent comme écolo débutants, c'est-à-dire j'ai envie de faire du bien à la planète, mais j'ai pas envie de changer mes habitudes, de payer plus cher, que ce soit compliqué, etc. Donc, c'est à cette typologie-là de personnes qu'on répond. Mais on n'a jamais réussi à segmenter plus finement que ça. Et globalement, je trouve que le truc des personas, c'est souvent un peu... c'est un super truc marketing sur le papier. On a fait plusieurs fois l'exercice, mais on n'a jamais réussi à l'opérationnaliser à ce que ça ait vraiment de la valeur. Non, c'est intéressant parce que en plus, je pense que peut-être que ça s'applique aussi à certains produits peut-être moins mass market, parce que vous, la preuve en est, vous êtes en train de déployer assez fortement la grande distribution, le retail. Donc, c'est peut-être aussi ça s'applique peut-être moins aussi à cette catégorie. Mais... Probablement, ouais. Comme je pense pas que Coca-Cola ils aient forcément des personnages, je pense peut-être qu'eux ils ont des occasions, ils vont cibler différentes occasions et je sais pas s'ils travaillent sur des personnages. Donc, c'est intéressant. Je sais qu'il y a des noms sur les canettes, mais c'est... Si vous montez à 10 millions avec la partie online, Meta principalement, il y a un gros travail sur la partie créative. Ça vous permet de monter ensuite, 5-6 millions, ensuite vous diversifiez les gammes de produits, vous répliquez ce travail créatif tout en gérant avec les différents indicateurs, donc vous montez à 10 millions. À un moment, tu me disais quand on préparait l'épisode que ça a commencé alors je ne sais pas si le plafond est le bon terme, mais vous avez commencé à comprendre que il y avait une limite entre guillemets à cette stratégie. Quand est-ce que ça arrive ça déjà? Comment tu t'en rends compte? Qu'est-ce qui te met la puce à l'oreille et te dire ok Il y a plusieurs facteurs, mais le premier c'est quand tu as plus de mal à recruter de nouveaux clients à ton CAC cible. Et donc ça c'est un bon signal que tu es peut-être en train d'épuiser ton pool de clients potentiels. Et le deuxième c'est plus une démarche analytique où tu te dis ok, en fait si je regarde la taille de mon marché, le marché de l'hygiène c'est 94% en magasin, 6% en ligne. Tu fais le nombre de foyers x 6%,
te rends compte qu'en fait, tu vois, il y a peut-être 30 millions de foyers, tu fais x 6%, ça fait un peu moins de 2 millions de personnes. Nous, on a eu déjà plus de 500 000 clients. Donc tu te dis, OK, j'ai déjà beaucoup pénétré ma cible dans les 2 millions de gens qui sont susceptibles de m'acheter. Ouais. J'en ai déjà un quart. Du coup, aller chercher les 75% restants, ça va être quand même compliqué, sachant qu'il y a plein de raisons. Enfin, peut-être qu'ils ne sont pas intéressés par le produit, que c'est trop cher, pas assez cher, etc. Déjà, 25% de part de marché, c'est énorme. Donc, ouais. Donc, en fait, tu te dis, OK, et si globalement, tu vois, l'objectif, c'est de monter à 100 millions, en fait, même si on avait 100% de part de marché sur les gens qui achètent en ligne, tu ne montes pas à 100 millions et tu dois du coup croire que soit tu es capable de faire croître la taille du marché, soit que tu vas réussir à t'extendre dans d'autres marchés, mais c'est quand même super compliqué de croître. Et donc quand tu mets les deux bout à bout, tu te dis OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Notre vocation première, c'est de dire nous, on veut être la marque qui transforme le rayon pour faire de la recharge la nouvelle norme. Et donc si tu veux faire ça, à un moment, il faut aller en rayon. Et donc c'est ce qu'on a fait à partir de 2025. C'est intéressant parce que je pense que tu as pas mal de marques et même d'agences, nous les premiers, qui parfois s'entêtent un peu à se dire ah mais c'est une question de tu vois, il faut que je joue avec les plateformes, c'est parce que la créa n'est pas bonne sur des choses, alors que parfois c'est juste structurel, comme tu le dis, tu vois, si ton marché est saturé, c'est peut-être juste pas le bon canal de distribution pour te permettre d'aller atteindre ton objectif. Et puis je pense qu'il y a un autre truc, c'est encore une fois, tu vois, il faut vraiment réfléchir à ta proposition de valeur et à ta catégorie, parce que globalement il y a certaines marques de consommables, les couches, la bouffe pour chiens, ils arrivent à monter à des chiffres qui sont vraiment phénoménaux juste en ligne. Pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas ? C'est parce qu'en fait, la valeur qu'on donne n'est pas du tout la même. Les gens vont de toute façon en grande surface. Donc le fait de leur dire n'achète plus ton gel douche en grande surface, libère-toi de la charge mentale, c'est pas vraiment un argument. C'est plutôt l'inverse pour plein de gens qui disent je vais avoir à gérer un abonnement, ça va me prendre de la charge mentale. Là où les couches, par exemple, c'est volumineux, tu sais pas forcément où les acheter, t'en as pas là où tu vas faire tes courses, tu préfères te les faire livrer. Enfin, t'as un vrai argument de praticité. Donc t'as la taille du marché, mais t'as aussi juste quelle valeur tu donnes. Ouais. Et du coup, en effet, si la valeur que tu donnes sur ton canal, elle est faible, tu vas pas réussir à changer les habitudes des gens. Tu prenais l'exemple de Coca-Cola tout à l'heure, c'est un très bon exemple. Je pense Coca, s'ils font pas ou peu de direct to consumer, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils n'y arrivent pas. Je pense que c'est juste qu'en fait, les gens n'achètent pas de Coca en ligne par pack de 6. Exactement. Et l'autre exemple, qui est l'exemple de Nike, c'est Nike, ils ont fait un gros push dans les années 2020, début des années 2020, pour reprendre toute leur distribution en direct to consumer. Donc, ils ont arrêté de distribuer dans les wholesalers, ils ont donc ouvert des magasins, puis ils ont beaucoup poussé leur site. Et en fait, ils ont perdu des parts de marché monumentales parce qu'en fait, les gens, ils achètent leur basket chez leur Foot Locker. Et s'il n'y a pas Nike, ils vont prendre une autre marque. Et donc, si même une marque aussi puissante que Nike n'arrive pas à faire changer les habitudes des gens sur l'achat de basket, c'est difficile de dire que 900 Care va réussir à le faire en proposant en gros un produit plus innovant, mais juste après, à côté de ça, juste le mini facilité de livraison, quoi. Alors du coup, quand tu prends conscience de ça, qu'est-ce qui se passe après ? Donc j'imagine que tu as quand même une phase de dire ok, so what's next, tu vois. Quelles sont les premières étapes par lesquelles tu passes avant d'arriver justement à là où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment commencer à bien pénétrer la partie retail GSA. En fait, assez rapidement, on s'est convaincu que que la grande surface, c'était la bonne option pour nous. Un autre signal d'ailleurs faible dont je n'ai pas parlé, c'est que en fait, quand je rencontre des gens dans ma vie de tous les jours et que je leur raconte ce que je fais, très très souvent, les gens connaissent et n'ont pas testé. Okay. Et ça, c'était un signal assez fort de me dire, ok, en fait, on a une bonne notoriété. Globalement, je pense que la plupart des gens seraient des clients potentiels. Enfin, c'est-à-dire que c'est du gel douche, c'est pas un achat très engageant, le concept est sympa, je pense que la plupart des gens seraient ouverts à tester, sauf que les gens n'ont pas testé. Et ça montrait aussi un problème de canal de distribution, tout simplement, quoi. Si t'es pas là où les gens achètent les produits, en fait, ils t'achètent pas, même s'ils trouvent le concept sympa et qu'ils connaissent ta marque. Donc on s'est convaincu que c'était la bonne chose à faire. Sauf que, comme je te l'ai dit, on était un peu échaudé par un échec précédent chez Monoprix. Donc, chez Monoprix, on avait lancé dans 135 magasins et ça n'avait pas bien marché. Quand on fait le post-mortem, en fait, il y a 3 raisons principales. C'est que, 1, le prix n'était pas bon. À l'époque, on était beaucoup plus cher. On avait des tout petits volumes, donc des coûts de production très élevés. Donc, on était obligé de vendre à 6 € la recharge, là où aujourd'hui, on est à 2,49 €. Donc, on a plus que divisé par 2.
La marque n'était pas connue puisqu'on venait de se lancer, on avait encore très peu communiqué. Alors que là, du coup, on a 5 ans d'historique derrière nous de communication assez poussée sur les réseaux sociaux. Et surtout, on avait complètement raté notre packaging puisqu'on avait pris nos produits online, on les avait mis sur des étagères. Et la particularité de nos produits, c'est qu'ils sont tout petits. Donc on s'est dit, c'est génial, ça va pas prendre de place en rayon, du coup, ils vont pouvoir en mettre plus, ça va être super. Sauf qu'en fait, les clients le voyaient pas, comprenaient pas ce que c'était, etc. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on reproduit pas les mêmes erreurs ? On a décidé de recruter quelqu'un pour nous accompagner là-dessus. Donc on a recruté Antoine, qui est un ancien de chez Michel Augustin. C'était un des tout premiers employés qui les a accompagnés pendant quasiment 10 ans, du début jusqu'au moment où ça a été vendu, qui a lancé les US avec eux. Enfin bref, qui est quelqu'un qui connaît très bien la grande distribution, qui ensuite a bossé, qui était directeur général adjoint de C'est qui le patron. Enfin bref, vraiment très implanté dans la grande distribution. Donc on a travaillé avec lui. Et la première chose qu'on a faite, c'est vraiment repenser notre offre pour qu'elle soit adaptée à la grande distribution. Et pour ça, on s'est beaucoup inspiré de ce que fait Augustin. On échange pas mal avec Augustin de Michel Augustin. Et lui, en fait, il a un truc, c'est qu'il pose tout le temps des questions sur ses produits. Il a tout le temps un mock-up, une canette, parce que là, maintenant, il s'est relancé dans les canettes. Et il montre, tu préfères ce logo, là, qu'est-ce que tu comprends il prend le truc, il le cache et il dit, qu'est-ce que tu as retenu Et en fait, c'est vraiment la bonne façon de faire du marketing produit parce que les gens n'ont pas le temps. Et donc, c'est plutôt mon associé Thomas qui a géré ça. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'on a notre designeuse en interne. On designait nos packs. Ensuite, on faisait des mock-ups en les imprimant. On prenait une étagère où on mettait d'autres gels douche. On allait à la sortie du métro et on interrogeait les gens sur qu'est-ce que tu remarques, qu'est-ce que tu comprends, etc. Est-ce qu'ils ont envie de prendre notre bouteille ou pas ? Et comme ça, on a beaucoup itéré jusqu'à avoir un produit où on se dit, OK, les gens au moins comprennent ce que c'est, ont envie de l'acheter, etc. Donc ça, c'était l'étape 1. Et l'étape 2, c'était de commencer à faire des tests. Donc on est allé voir quelques magasins franchis, en gros, quelques magasins indépendants. Donc il y a des Carrefour, des Intermarchés, des Leclerc, des Super U qui sont indépendants. Et donc c'est très facile, enfin beaucoup plus facile de rentrer. Et on a commencé à mettre des produits dans leur magasin. On a confirmé que ça se vendait. Et une fois qu'on a confirmé ça, on a décidé d'accélérer. Intéressant. On va creuser ce que ça implique parce que c'est un canal de distribution à part entière. Donc j'imagine que tu as toute la notion de produits, de R&D, de packaging, même j'imagine de développement commercial qui va avec. Donc je reprends tes mots, c'est presque une deuxième boîte au sein de la même boîte. C'est d'ailleurs une deuxième boîte au sein de la même boîte, je ne sais pas. Avant de rentrer, ça m'intéresse de faire un petit point peut-être sur la GSA. Je pense qu'il y a pas mal de personnes que ça intéresse, qui ne connaissent pas forcément un peu les coulisses. Si tu peux nous en toucher un mot. Donc aujourd'hui, pour resituer, vous êtes distribué dans Monoprix, vous n'êtes plus chez eux. Non, on n'est plus chez Monoprix, on est à peu près dans 4000 points de vente aujourd'hui. Okay. Principalement chez Carrefour, Leclerc, Intermarché et Super U. On a des contrats avec les régions de Super U, donc ça c'est nos plus gros clients. Et principalement sur les gros formats, c'est-à-dire les hypermarchés et les supermarchés, on est encore assez peu en proxy. Donc pas que dans les zones grandes villes. Non, principalement d'ailleurs en gros dans toute la France. Intéressant. Quelques petites questions. Alors je suis très novice sur ce sujet, donc je vais volontairement poser des questions qui sont très, très basiques, mais ça m'intéresse. Comment on fait pour se faire référencer dans ce type de... Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une approche par le bas et par le haut. Par le bas, en fait, c'est la meilleure chose à faire, c'est de commencer à vendre. Et c'est pour ça qu'on a donc recruté une flotte, une armée d'agents commerciaux. Donc c'est des gens qui représentent plusieurs marques, dont 900 Caire. Et leur rôle, c'est d'aller voir des magasins indépendants. Donc tous les Leclerc sont des indépendants, c'est-à-dire que le propriétaire du Leclerc, en fait, est un indépendant. Il fait ses propres choix d'assortiment dans son magasin. Il y a une partie des Carrefour qui sont indépendants. Quasiment tous les Intermarchés sont indépendants. Bref, donc tu vas voir des magasins. Tu leur dis, j'ai cette super nouvelle marque, est-ce que vous voulez la mettre chez vous, etc. Et donc, les magasins commencent à vendre et tu commences à avoir un petit buzz positif autour de ta marque parce qu'ils en parlent à leurs copains qui ont un Leclerc un peu plus loin et leur disent, j'ai fait rentrer cette marque. Et donc, tu commences en fait à faire un peu de tache d'huile et tu espères que ça remonte un petit peu au central d'achat central. En parallèle, on contacte les équipes d'achat centrales. Donc là, tu te débrouilles pour récupérer le nom du bon interlocuteur en faisant jouer ton réseau, mais tu les contactes. Nous, on avait l'avantage d'être une marque qui est quand même lancée depuis un moment, qui a beaucoup communiqué, donc on était un peu connus. Et donc, tu commences les discussions.
tu leverages à fond le fait que ça commence à bien se vendre dans certains de leurs points de vente et donc qu'il y a un intérêt à faire du national. Et en plus, nous, on a rajouté une surcouche qui était essayer de faire des activations un peu malines pour se faire remarquer. Donc on a réussi, l'année dernière, on a réussi à avoir Alexandre Bompard de Carrefour, Thierry Cotillard de Intermarché, Michel-Édouard Leclerc de Leclerc et Dominique Schelcher de Coopérative U. Et donc ça permet de faire de la com, qui est un peu de la com B2C, mais surtout de la com en fait B2 acheteur, quoi. Ouais. Où en fait eux ils voient que le grand patron a parlé de cette marque et donc du coup ils sont peut-être un peu plus enclins à te recevoir ou à discuter, même si à la fin c'est eux qui font les choix et évidemment que c'est pas les grands patrons qui décident d'un truc aussi micro que quelle marque référencer. En tout cas ça aide. Et donc on a vraiment mis ces 3 strates de commencer par te développer. Tu vois, aujourd'hui, on a à peu près 600 magasins qu'on a ouverts en direct. Donc, tu commences par te développer en direct avec des indépendants. Tu mènes des négos avec la strat, tu essaies d'avoir un peu de visibilité. Et puis après, tu signes ton premier contrat. Et puis après, le deuxième. Et tu montes comme ça. Une vraie partie d'échec. Ouais. C'est intéressant. Et qu'est-ce qui fait qu'un acheteur te dit oui versus une marque... Enfin, non, même pas versus une marque. Il ne connaît pas forcément 900 Care. Pourquoi il te dirait oui? Est-ce que c'est tu vois, est-ce qu'une marque qui n'a pas de noto comme vous aviez et pas d'historique peut quand même y arriver? Est-ce que c'est parce qu'il y a des notions de marge qui rentrent en compte? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? En fait, le fait... la plupart des acheteurs du coup connaissaient 900 Care ou en tout cas voyaient que c'était une marque et donc ça c'est très important. Donc la noto en amont est quand même... En fait, à la fin, l'acheteur il se pose juste une question, c'est de savoir est-ce qu'il va gagner plus d'argent en mettant ta marque ou pas. Ouais. Et donc, un des trucs, c'est d'arriver à bien comprendre quels sont les enjeux de ton acheteur, quelle est la dynamique du rayon, et pourquoi est-ce que toi, tu vas pouvoir répondre à cette dynamique, à ces enjeux. Typiquement, nous, ce qui se passe dans le rayon hygiène, c'est une dynamique qui est assez intéressante, c'est qu'il y a un nouvel acteur, enfin plusieurs, mais le principal, c'est Action. Action, c'est un acteur qui n'existait pas il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est quasiment 15% du volume de l'hygiène. 15% qu'il a mangé du coup à tous les noms qu'on a cités. Pourquoi? Parce qu'ils vendent les mêmes marques, sauf qu'ils les achètent en gros centralisés pour toute l'Europe, aux Pays-Bas, à des prix bien inférieurs. Et donc il est capable de vendre les mêmes produits des mêmes marques, 30% moins cher que dans toutes les autres enseignes. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Et ça, et donc du coup, il y a une vraie hémorragie dans ce rayon, c'est-à-dire que chaque année, ils perdent des parts de marché, ils perdent du volume, et ils ont besoin en fait, on arrive dans ce contexte où ils ont besoin de trouver des solutions pour relancer ce rayon. Et donc nous, ce qu'on leur vend, c'est de leur dire, ok, nous, on est une marque qui est jeune, innovante, dans un rayon où il n'y a pas eu d'innovation. On est capable du coup de ramener du trafic plus jeune, beaucoup de familles, etc. Donc ça, c'est un premier point. On n'est pas chez Action, donc ça vous permet de vraiment vous différencier, parce que du coup, les clients savent qu'ils ne vont pas retrouver du 900 Care chez Action, et donc ils auront envie de venir chez vous. Et surtout, on a un modèle de recharge. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'une fois qu'ils ont acheté la première fois, ils savent qu'ils vont pouvoir revenir dans ce point de vente-là pour recharger, et donc ça crée de la récurrence d'achat. C'est d'ailleurs un truc qu'on voit et c'est un truc qu'on met beaucoup en avant dans nos discussions avec eux, c'est que au début, quand tu commences à vendre, tu as à peu près 50-50 entre kit et recharge. Donc kit, c'est avec la bouteille et recharge, c'est sans la bouteille. Aujourd'hui, on est plutôt 2 tiers, 1 tiers. Donc on vend, et donc tu vois que les kits se maintiennent, mais les recharges, entre guillemets, s'empilent et tu vends de plus en plus de recharges. Oui. Donc ça, c'est un signal très positif parce que ça veut dire que tu ramènes du trafic en rayon. Et c'est ça qu'on leur a pitché, c'est ça qu'on arrive à démontrer en fait avec les chiffres des magasins directs, puis maintenant les chiffres des magasins plateformes. Et c'est comme ça qu'on les a convaincus. La discussion de marge, elle existe, mais quelque part, c'est pas l'enjeu à ce stade-là. Parce qu'en fait, négocier la marge d'un truc qui fait 0 de chiffre d'affaires, ça n'a pas tellement de sens. Donc, en gros, du moment que tu es dans leur standard de marge, ça ne va pas être là que se concentre le gros de la discussion. Le gros de la discussion, c'est montrer comment est-ce qu'on peut faire de la croissance ensemble, créer de la valeur dans le rayon.
Les discussions de marge, pour moi, c'est des choses qui arriveront le moment où on aura tapé notre plafond de chiffre d'affaires et où, en fait, le seul moyen pour eux d'aller chercher de la croissance additionnelle avec 900 K, ce sera d'aller négocier les marges, quoi. Je vous souhaite d'avoir des discussions de marge, du coup. Oui. Et intéressant sur le point sur la recharge. Donc, je sais pas si c'est une stat que tu as, mais ça m'intéresse, titre de curiosité. Est-ce que quelle est la part des utilisateurs qui achètent en magasin et qui ensuite reviennent pour faire des recharges sur le site? Quasiment zéro. Ok, donc ils rachètent en magasin. Okay. Encore une fois, en fait, c'est un truc, on s'était beaucoup posé de questions à l'époque. Et d'ailleurs, chez Monoprix, un des trucs qu'on avait fait, c'est on s'est dit, OK, on veut pas forcément que les clients puissent comparer, etc. Donc, on a fait des formats spéciaux pour Monoprix. On a fait des packs de recharge, ce qui d'ailleurs augmentait en plus le prix. Enfin bref, ce qui n'était pas une très très bonne stratégie. Et en fait, personne compare. Parce que comme c'est un produit qui n'est pas très important et qui est relativement pas très cher, tu ne vas pas te faire un benchmark de 15 sites pour savoir où est-ce que je peux acheter mon gel douche à 2,50 le moins cher. Parce que, en fait, même si tu économises 20%, ça représente que 40 centimes et ça vaut sans doute pas l'effort. Et donc, c'est un truc où finalement, les gens sont très fidèles à un canal parce qu'ils savent juste où est-ce qu'ils peuvent l'acheter. Plus qu'à la marque. À Canal et à la marque. Ouais. Non, en gros, c'est juste... je suis sûr que tu as ça aussi. Je sais pas, par exemple, un achat pas hyper fréquent où, tu vois, moi, je sais où est-ce que j'ai acheté des timbres une fois dans un bureau de tabac, je sais qu'ils en ont. Et ben, à chaque fois que je vais acheter des timbres, en fait, je vais aller là-bas parce que j'ai la flemme d'aller chercher où est-ce que d'autres je peux le trouver. Et en fait, la plupart des gens sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent acheter leur recharge 900 K à tel endroit et donc ils reviennent à tel endroit. J'ai quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui illustrerait ça très bien. C'est je mange régulièrement du pain complet. Et jusqu'à il y a 6 mois, je mangeais du pain Harris en supermarché. Les tranches qui sont... tu peux pas faire plus industriel. Ouais. Et ma femme me disait tout le temps mais c'est de la merde, tu t'empoisonnes. Enfin, pardon pour Harris, mais on a une boulangerie juste en face, vas-y. Et en fait, vu que moi j'y allais et que ça faisait partie de ma liste des trucs que j'achetais toutes les semaines au même endroit, juste en rentrant chez moi et que ça me prenait 2 minutes, c'est le shift, tu vois, de passer à la boulangerie, c'était trop pour que je le fasse. Et donc maintenant, elle a commencé à le rajouter, entre guillemets, elle de son côté dans ma routine. Donc petit à petit, j'ai commencé à tester, etc. Et maintenant, c'est moi qui y vais. Mais le changement était... Alors qu'en soi, c'est juste 1 minute de plus, tu vois. Mais du coup, je vois très bien là-dessus. Et donc en fait, en gros, tu te fais des nœuds au cerveau sur ces trucs-là avant, mais dans la vraie vie, les gens, ils savent juste qu'ils peuvent t'acheter chez Intermarché, ils retournent chez Intermarché, quoi. Question, si Action toque à ta porte demain? Pour l'instant, non. C'est pas... Parce que du coup, c'est un argument pour les Ouais. Et puis, même d'un point de vue de marque, etc., on a quand même envie de garder... on a une marque Made in France, on a envie de garder quand même un peu... On a des formules super clean, on n'a pas envie tout de suite d'avoir une marque, une image très, très discount. En moyenne, combien de temps ça prend entre... J'imagine que ça dépend, il y a beaucoup de facteurs, mais entre le moment où tu entames cette démarche d'aller, contacter des acheteurs et d'être vraiment référencé sur un périmètre qui est intéressant pour que ça commence à générer des chiffres, c'est quoi? On parle de mois, on parle d'années, on parle de... En fait, nous, on a commencé, en gros, à bosser... globalement, c'est été 2024, on commence vraiment à lancer sérieusement le projet retail, donc bosser sur les packaging, aller mettre nos produits dans quelques magasins pilotes, etc. Janvier 2025, on décide d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, on recrute nos agents commerciaux, on commence les discussions avec les centrales. On a eu notre premier référencement chez Carrefour en juillet 2025 dans leurs hyper. En novembre, on a eu Intermarché. Là, en mars de cette année, on a eu Carrefour et Leclerc, enfin Carrefour Market et une partie des Leclerc. Et je pense que ça allait extrêmement vite. Mais tu vois, en gros, du coup, de bout en bout, ça fait 2 ans. En 2 ans, on est passé de 0, enfin vraiment rien du tout, à 4000 magasins. Mais je pense que c'est extrêmement rapide et que la plupart des marques, ça va être plus lent. Ok. Et du coup, t'as combien de points de vente au total dans lesquels tu peux te distribuer Là, on a encore un peu de marge pour aller sur la partie hyper et super, mais pas beaucoup. Et donc après, le gros, il y a plus de 10 000 magasins de proximité. Mais ça, c'est des magasins qui vont être plus difficiles parce que... il y a très peu de place. C'est pas centralisé, si ça dépend. Okay. Ça peut être centralisé. Ça va vraiment dépendre. Tu vois, il y a par exemple, la proximité de casinos, les Vival, les Spar, etc., que tu vois sans doute pendant tes vacances, c'est souvent des franchisés
qui possèdent leur Franprix, c'est des franchisés. Certains Carrefour City, ça va être centralisé. Mais le gros sujet, en fait, c'est que... il y a 2 gros sujets. Le premier sujet, c'est que c'est des magasins qui sont petits, donc qui font peu de chiffres. Et donc, c'est difficile de justifier d'avoir une force de vente qui y passe. Et en fait, quand ta force de vente ne passe pas, tes produits ne sont pas bien mis en valeur en rayon, ou ne sont pas du tout en rayon, tu te fais pousser. Enfin, c'est un peu la guerre, le monde de la grande surface. Ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est que comme les magasins sont petits, ils ont beaucoup moins de place en rayon. Et donc, en fait, quand tu n'as que 10 choix de références à mettre en rayon, c'est pas facile de sortir la 10e référence, elle tourne pas mal. Alors que si tu regardes un hypermarché, ils ont peut-être, 200, 300 références différentes de gel douche. Enlever les 4 dernières, en fait, ça change quasiment rien à leur vente, parce que c'est de toute façon des trucs qui se vendent pas. Et donc, c'est vraiment... c'est plus facile, en fait, de rentrer dans les gros magasins, parce qu'ils ont beaucoup plus de place et qu'ils ont moins à y perdre, là où c'est plus dur de rentrer en proximité. Ok, intéressant. Très logique quand tu le dis, mais c'est vrai que tu n'y penses pas. C'est juste une question de place, en fait. Ouais. Une fois que tu y es, comment tu restes ? Qu'est-ce qui fait que ça se reconduit ? Qu'est-ce qui fait que... C'est des négos qui sont annuellement, c'est ça ? En fait, le temps des négos, il est c'est assez cadré. En fait, tu as les négos de fin d'année qui commencent en novembre et qui se finissent dans la loi en février, sachant que pour les PME, c'est plutôt en décembre que ça va se finir. Où là, tu vas vraiment signer tes accords pour l'année à venir. Et en mai, juillet, tu as ce qu'on appelle les revues d'innovation. Et là, tu vas présenter tes innovations pour le cycle de négo prochain. Okay. Et en fait, en gros, l'idée, c'est qu'ils vont à toutes les marques en revue d'innovation. Là, ils vont commencer à réfléchir à ce qu'on appelle le planogramme, c'est-à-dire, en fait, ils font un dessin d'un meuble type et ils vont dire, là, on va mettre le petit Marseillais, là, on va mettre 900 Kier, là, on va mettre ça. Et en fait, ils commencent à modéliser ce à quoi leur rayon qui est fini va ressembler, donc combien de références ils vont mettre. Et puis après, tu arrives à la négo, où là, en fait, la négo, elle porte principalement sur quelles références ils vont mettre et après, un peu de conditions d'achat. Qu'est-ce qui fait qui va les convaincre de te laisser en rayon ou d'augmenter ta part de rayon, c'est vraiment purement la performance. C'est-à-dire il faut que tu arrives à leur montrer ce que je viens de te raconter, c'est-à-dire que tes produits se vendent mieux que la moyenne et que donc tu as intérêt à en mettre plus. Par exemple, on avait 2 gels douche chez Carrefour. On a augmenté, on est passé à 4. On a vu nos ventes doubler. Et donc ça, c'est super intéressant parce que c'est un argument très fort pour dire, OK, vous voyez, quand on met plus de produits, en fait, on vend au-dessus de la moyenne de la catégorie. Et en plus, quand on double, parce que il y a une hypothèse, c'est de dire, en fait, il y a une demande donnée pour 900 Kier. Si tu en mets 4 au lieu de 2, en fait, ce sera la même demande, juste splittée sur 4 produits. En fait, c'est pas ça qui se passe, c'est vraiment incrémental, où en gros, quand tu rajoutes des facings, tu vends plus. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a un moment où c'est des rendements décroissants, et quand tu mets ton 50e parfum Petit Marseillais, sans doute qu'il est beaucoup moins incrémental que le 4e parfum 900 Kier. Et donc, c'est vraiment ça que tu essaies de leur montrer, c'est le métrique clé, c'est ce qu'on appelle la rotation. C'est combien d'unités tu vends par magasin, par semaine ou par mois. Et c'est vraiment là-dessus qu'ils basent toute leur réflexion. Et ils te benchmark dans ta catégorie. Ouais. Ok. Voilà, donc ils regardent des rankings et ils disent ça se vend bien, ça se vend pas bien, pourquoi, etc. Et après, il y a d'autres éléments qui rentrent dans la négo. Il y a en effet, c'est quoi ton plan promo, est-ce que tu vas investir en médias, etc. Mais globalement, le point commun de tout ça, c'est juste de leur montrer qu'ils vont gagner de l'argent s'ils mettent. Est-ce que ça se vend, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça se vend ? Je sais que c'est une question large. J'imagine que la communication, on y reviendra après, notamment de la communication adaptée à, je pense, cette cible-là. Tu dois avoir une composante de produit aussi. Intrinsèquement, est-ce que les gens l'achètent ? Il y a d'autres éléments, force commerciale. En fait, en gros, c'est assez simple. C'est que tu reviens un peu au 4P du marketing, quoi. Est-ce que tu as le bon prix ? Est-ce que tu as le bon produit ? Est-ce que tu es bien placé ? Est-ce que tu as la bonne promotion au sens large, donc ça veut dire à la fois les promotions de prix, mais je mets dedans aussi toute la communication. Et du coup, la force de vente est importante, mais la force de vente, elle va jouer principalement sur le placement. En gros, si tu ne fais pas passer ta force de vente, tes produits vont être mal placés. Même s'il y a un planogramme, en fait, les forces de vente des autres vont passer, vont changer les trucs, ils vont te mettre tout en haut, tout en bas, donc personne ne va te voir, etc. Mais donc, du coup, en fait, nous, la façon de le voir, c'est que tu as un peu 3 étapes. Il y a, en gros, déjà, est-ce que les gens connaissent la marque ? Et donc là, on est en train d'investir. On a commencé à faire de la télé, notamment sur des concepts créa qui sont très marqués de notoriété, parce que
une des convictions fortes qu'on a, c'est que les gens n'achètent pas une marque qu'ils connaissent pas. C'est même pas qu'ils l'achètent pas, c'est qu'ils la remarquent même pas. En gros, il y a tellement de produits que tu as des biais cognitifs qui font que quand tu regardes ton rayon, tu ne scannes pas, tu vas pas lire toutes les étiquettes. En gros, tu repères un truc. Donc, en gros, il faut que les gens aient entendu parler de la marque. Ensuite, le deuxième brique, c'est il faut donc ta notoriété. Ensuite, ta drive to store. Il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils peuvent t'acheter. Et donc, on a des campagnes qui tournent sur Meta en disant on est disponible chez Carrefour, on est disponible chez Leclerc, etc. Parce que sinon, si tu connais la marque, mais tu sais pas, tu vas pas forcément la chercher ou même capter qu'elle est là. Et puis après, il y a tout ce qui se passe en magasin, qui est qu'une fois que le client est en magasin, il te connaît, il sait que tu es là, comment est-ce qu'il va te repérer? Donc, il faut que tu aies le bon placement. Potentiellement, on développe aussi tout un tas de meubles pour être en bout d'allée ou en allée centrale pour que les gens puissent nous trouver plus facilement. Tu as ton packaging, bien évidemment. Il faut que ton packaging soit très visible. Il faut que tu arrives à créer des raccourcis de sens. Donc, tu vois, nous, la couleur rose, par exemple, c'est une couleur qu'on met beaucoup en avant parce que c'est notre couleur distinctive. Mais de la même façon que, tu vois, Coca-Cola, ils auraient très bien pu avoir plein de couleurs différentes. Et en fait, ils restent sur le rouge parce qu'ils veulent que dès que tu vois du rouge, tu penses à Coca-Cola. Et donc, tu as tout un tas de trucs qui sont vraiment des basiques du marketing, mais qui font qu'à la fin, le produit se vend. Mais à la fin, il faut juste que les gens le connaissent et le voient. En gros, pour le voir différemment, j'avais lu ça sur un livre qui s'appelle How Brands Grow, qui est vraiment excellent, mais il dit il y a deux choses, c'est disponibilité mentale, disponibilité physique. Disponibilité mentale, c'est je sais que ça existe et je sais que ça répond à mon besoin. Disponibilité physique, c'est je peux le trouver facilement. C'est-à-dire à la fois, il est là physiquement, mais aussi je le remarque parce que c'est visible, etc. C'est quand même mis de l'attention, mais en rayon, quoi. Ouais. C'est intéressant. Et tu vois, tu parlais de Coca-Cola tout à l'heure. Disponibilité mentale, ils mettent des tonnes d'argent en pub, sponsoring, etc. Disponibilité physique, ils ont cette règle très connue qui est de dire ils veulent qu'il y ait un Coca-Cola à portée de bras de n'importe quel check-out. Parce qu'ils ont envie que les gens, dès qu'ils sont en situation de payer, ils puissent attraper un Coca et le payer. Ce qui est une promesse tenue, d'ailleurs. Ouais. C'est assez rare que ce soit pas le cas. Ouais, mais tu vois, en fait, en gros, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, tu te prends la tête sur plein de trucs, alors qu'à la fin, c'est très, très simple. C'est basique, ouais. Il faut que les gens connaissent et sachent que ça répond à leurs besoins et sachent où t'acheter. Alors, dernière question, avant de passer sur, justement, la structure de boîte qui te permet d'aller délivrer cette nouvelle stratégie. C'est quoi un peu les standards de marge de commission? Comment ça fonctionne dans les grandes surfaces, si tu peux en parler? En gros, ça c'est pour le coup des trucs qui sont assez confidentiels, mais globalement, c'est assez facile de trouver quelle est la norme de ton secteur. Okay. En fait, ça va beaucoup varier en fonction des secteurs. Et après, le but, c'est de réussir à être dans tes négos, à être relativement proche de la norme du secteur. Ces discussions, elles sont potentiellement complexes, mais tu vois, à un moment, il faut bien que les retailers y vivent. Donc, c'est assez logique qu'ils te prennent de la commission. Il ne faut pas que ce soit prohibitif parce que toi aussi, tu as besoin de vivre. Et en fait, c'est une question de bonne entente. Mais je pense que le vrai sujet, bon, il faut bien sûr que ça marche économiquement pour toi. Et je pense qu'ils sont aussi à l'écoute si tu leur montres par A plus B que telle demande de marge, en fait, tu ne vas pas gagner ta vie, que tu ne pourras pas investir, etc. Ils ne sont pas non plus obtus. Ils ne vont pas chercher à te tordre, surtout dans une phase où la marque est en phase de développement. Mais je pense que pour une marque qui se lance, le vrai truc, c'est de réussir à déplacer, de pas avoir, en fait, limite de pas avoir cette conversation. La vraie conversation que tu dois avoir, c'est comment est-ce qu'on va créer de la valeur ensemble? Pourquoi est-ce que avoir ma marque dans votre rayon, ça va vous aider à booster votre rayon? Et c'est ça qui faut. En fait, si tu rentres tout de suite dans les négociations de marge, c'est que t'as pas la bonne discussion. Plus faire du volume en temps que de la marge. Est-ce que tu as quand même des basiques un peu des unit economics quand tu penses ton produit, tu vois, où tu te dis en dessous, même à grande échelle, ça ne marchera pas. Tu sais qu'en e-com, on dit souvent, tu vois, en dessous de 70-80% de marge brute, c'est compliqué parce que tu as les coûts d'acquisition, les frais, etc. Enfin, tu as un peu des ordres de grandeur comme ça ou il n'y en a pas tellement? Pas tellement, en fait. En gros, ça va beaucoup dépendre encore une fois, de ta catégorie. Les marges sont très différentes selon les catégories. Tu as des catégories comme la food où tu vas peut-être moins marger, mais tes produits tournent beaucoup plus vite et donc tu as beaucoup plus de volume parce que les marchés sont beaucoup plus gros. Des produits comme les nôtres qui tournent peut-être un peu moins, mais où tu peux marger un peu plus. Donc c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut faire ce truc-là, ce calcul en avance de phase, prendre des hypothèses sur quelle marge vont demander tes retailers et voir est-ce que ta structure de COGS, de coûts, de prix fonctionne. Et c'est d'ailleurs un des écueils
assez classique des DNVB, c'est d'avoir pensé toute leur distribution et tout leur modèle de coût pour un modèle online et de ne pas avoir du coup pris en compte la marge des retailers. Ceci étant dit, c'est de moins en moins le cas parce que en gros, il y a ce dicton en anglais qui dit Facebook ou Meta is the new rent. En fait, tu payes en coût méta ce que tu vas donner en commission à tes retailers et à la fin, c'est un peu poche. Tu payes la même chose, tu payes l'accès à des clients dans les deux cas. Et donc, en général, si tu as un truc qui marche avec de l'acquisition méta, tu réussiras à trouver une structure de coût qui va fonctionner avec du retail. Tu m'as dit, quand on a un peu préparé l'épisode ensemble, que basculer en GSA, c'était comme créer une nouvelle boîte de toutes pièces à côté de la première. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu ça? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui change? Quasiment tout. En fait, tu as quand même une base commune qui est que certes, tu as un produit au sens un peu premier du terme, tes formules, etc. Tu as une marque, et ça, c'est des actifs que tu leverages, mais tout ce que tu construis au-dessus, ça va changer. C'est-à-dire qu'il faut repenser les packaging pour qu'ils marchent en rayon. Donc typiquement, sur Meta, en fait, les gens ils voient une ad ou ils voient le tuto de comment ça marche, donc ils ont compris comment ça marchait. En rayon, ils n'ont pas cette ad-là, donc il faut que le packaging fasse ça. Donc nous, on a rajouté une collerette sur nos bouteilles pour expliquer comment ça marche, par exemple. Donc tu repenses ton packaging, tu repenses ton circuit logistique, parce que c'est pas pareil d'envoyer des colis et d'envoyer des palettes. Donc c'est pas la même chose. Tu repenses ta facturation, tu as besoin de penser des systèmes financiers différents. Typiquement, une des particularités, c'est que les retailers ils payent à 60 jours. Donc toi, tu as besoin de trouver des solutions pour faire financer ce BFR. Donc il y a des solutions qui existent comme la facturage qui marche très bien, où en fait tu cèdes la créance à la banque qui te paye tout de suite et qui va ensuite chercher l'argent auprès des retailers modulo quelques frais financiers. C'est la norme 60 jours dans le... Okay. Mais du coup, en fait, 60 jours, ça peut être assez... c'est long. Toi, du coup, imagine, tu as une grosse commande d'implantation, tu as produit en avance de phase, donc disons que tu as sorti ton cash 2 mois avant et tu es payé 2 mois après. Donc, du coup, tu as 4 mois dans lesquels tu as sorti ton cash et tu n'as pas eu de rentrée en face. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, trouver des solutions. Donc, tu vois, ça a des impacts sur la finance. Et puis après, ça a bien sûr des impacts sur comment tu communiques, tes équipes, parce qu'il te faut une force de vente sur le terrain, quelle métrique tu pilotes, parce qu'en fait, tu viens d'un monde où tu es habitué à avoir des data hyper fins sur mon funnel, où est-ce que ça drop, machin. Tu arrives, tu pilotes vraiment dans le noir parce que tu as très peu de données. Donc, en fait, tu réinventes vraiment, c'est pas la même culture produit, même culture de boîte, culture produit, c'est pas les mêmes personnes que tu recrutes. Donc, tu as vraiment, c'est l'analogie qu'on avait utilisée, mais c'est de dire, on reconstruit une deuxième boîte à côté de la première, et les deux vont avancer ensemble, mais c'est vraiment, il faut se mettre dans le mode où on repart de zéro et qu'on recrée tout, quoi. Comment tu fais pour coexister les deux? C'est beaucoup de travail d'acculturation. Donc, en fait, on en parle beaucoup, on explique comment ça marche. On encourage aussi les équipes à beaucoup... on fait régulièrement des animations, ou des challenges, ou des salons, et on amène les équipes pour qu'elles voient comment ça se passe dans la vraie vie. En tout cas, dans la vie du retail. Mais oui, c'est sûr que c'est différent, quoi. Ce serait quoi si tu me présentes un peu la structure d'équipe d'un côté et de l'autre, des deux pans? Donc, ce qu'on centralise aujourd'hui, c'est la R&D. La R&D, le développement produit, en fait, c'est quand même centralisé. C'est les mêmes équipes qui le font, même si... donc, la R&D, c'est ce qui va à l'intérieur des bouteilles. Ça, c'est les mêmes produits, c'est juste que les packagings sont parfois un peu différents. La couche d'au-dessus, qui est le packaging, ça, pour le coup, c'est vraiment différencié, mais c'est les mêmes équipes qui bossent dessus. On centralise également tout ce qui est opération et finance. Donc ça, c'est vraiment nos fonctions support. Mais après, on différencie du coup tout le reste. C'est-à-dire que côté online, on va avoir nos équipes ads, même si elles font un petit peu de trucs pour le retail, mais principalement du online. Nos équipes qu'on appelle Customer Love, sur le service client, et nos équipes tech qui vont être de ce côté-là. Et de l'autre, on a les équipes retail et ce qu'on appelle administration des ventes, donc tout ce qui est facture, relance, etc. Okay. Sachant que c'est pas aussi hermétique que ça, parce que typiquement la tech va parfois développer des outils pour le retail. Ce qu'on appelle la grosse, qui fait les ads, va parfois faire des ads pour le retail, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce qu'il y a des profils un peu clés
que tu es obligé d'avoir pour développer une stratégie retail? En fait, ça dépend de quel est ton background, etc. Mais si tu n'as pas de background de retail, il faut quelqu'un qui connaisse. Donc, il te faut un directeur commercial un peu capé. Je pense que c'est bien d'avoir un directeur commercial qui est passé par potentiellement des grands groupes, en tout cas des groupes à forte composante retail. Michel Augustin, pour nous, c'était parfait parce que c'était vraiment exactement le même type de boîte. Petite boîte émergente avec un fort capital sympathie. Et c'est d'ailleurs un truc qu'on essaie de garder. C'est-à-dire qu'une des particularités de Michel Augustin, c'est que sans doute qu'ils ont toujours eu une part de rayon qui était supérieure à leur part de marché parce qu'ils avaient ce facteur sympathie auprès des acheteurs. À la fois de par leur marketing très innovant et très en avance sur leur temps, et puis de par tout ce qu'ils faisaient avec les acheteurs. Et donc c'est vraiment un truc que nous, on a... C'était vraiment génial de bosser avec Antoine puisque il apporte ça. Donc ça, c'est un premier recrutement qui est vraiment clé. Et le deuxième au sens large, c'est tout ce qui va être la force de vente que tu peux choisir d'internaliser, d'externaliser ou d'avoir une flotte d'agents comme nous on a. Et pour chapeauter ces gens-là, il y a une deuxième poste clé là, qu'on est en train de faire venir chez nous, qui est ce qu'on appelle un directeur national des ventes. Et lui, son rôle, c'est vraiment d'être au téléphone avec la force de vente toute la journée pour leur dire là, il faut que tu ailles dans tel magasin parce que j'ai vu tel truc, voilà la priorité du mois, voilà tel truc, est-ce que tu as pensé à aller voir machin, ça fait deux mois que tel magasin n'a pas commandé, etc. Okay. Donc c'est vraiment ça les postes clés. Et puis après, bien sûr, tout ce qui est administration des ventes, c'est aussi très important parce qu'il y a beaucoup de paperasse, de factures. Tu vois, tu as encore beaucoup de magasins qui vont payer par chèque. Enfin bref, il y a un peu de... Vous aviez de l'expérience, vous, en retail avant de lancer? Alors moi, j'en avais un petit peu dans le sens où en conseil, j'ai bossé pour des marques, ce qu'on appelle FMCG, mais en gros, de biens de grande consommation. Et donc, du coup, je voyais les relations avec le retail vues par ce prisme. Donc, c'est pas quelque chose qui était complètement nouveau. En revanche, non, on n'a jamais vendu de produits en retail, en grande distribution. Et d'ailleurs, si on l'avait fait, on n'aurait sans doute pas fait toutes les erreurs qu'on a faites chez Monoprix. L'online, aujourd'hui, du coup, c'est à quelle place? Parce qu'aujourd'hui, c'est encore 2/3 du chiffre. Si votre stratégie, je vous le souhaite, se passe comme vous le voulez, et ça a l'air d'aller plutôt dans le bon sens, cette part va être diluée petit à petit. Comment tu le vois? Ouais, en fait, si c'est un marché où tu as 95% qui se fait en magasin et 5% en ligne, même si tu es excellent en ligne, à terme, si tu n'es pas nul en magasin, il faut que le retail, ça devienne majoritaire et que ça devienne même 2/3, 3/4 de... Donc la façon dont on voit le online, c'est que ça reste un rôle très important. Et surtout avec un modèle d'abonnement comme le nôtre, c'est que, c'est un socle de revenus très récurrent. Parce qu'en fait, une fois que les clients ont acheté et ont commandé plusieurs recharges, c'est des gens qui sont très très fidèles. C'est aussi un socle de rentabilité, puisqu'en fait, l'avantage le modèle d'abonnement, il est un peu pervers, enfin un peu difficile parce que c'est très difficile d'accélérer fort parce que tu avances tous les coûts marketing pour recruter des clients qui vont être rentabilisés à 6 mois, 9 mois, 1 an. Et donc, quand tu es en phase de croissance, en fait, tu creuses vraiment ton EBITDA parce que tu sors tout de suite tout l'argent et tu attends 1 an avant de le récupérer. Ouais. Donc, c'est vraiment compliqué. En revanche, l'inverse, quand tu désinvestis ce canal, ça devient un canal qui est très, très rentable puisque tu as un socle de revenus sans avoir besoin de forcément remettre... Donc, pour nous, c'est donc du revenu, de la renta, et c'est aussi une source formidable de connaissances clients. C'est-à-dire que c'est ça qui va nous permettre de tester tous nos produits. Donc nos produits sont toujours lancés en premier sur le online. Ça nous permet de collecter des retours, d'itérer, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc ça constitue une base en fait très forte pour derrière aller voir nos partenaires grande distribution pour leur dire on a tel produit qui cartonne, regardez comme il est bien noté, la nouvelle formule, le machin. Un mot sur le marketing adapté à la grande conso. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui entre ce que vous faisiez avant qui était très online, très méta, très orienté conversion site? Tu disais que là vous faites de la TV, il y a eu je crois du sponsoring aussi, il y a pas mal de formats un peu différents. C'est quoi, quelle est la strat aujourd'hui? En fait la strat, en gros tu as un peu 3 blocs. On continue avec notre stratégie de conversion, c'est-à-dire que même si le online c'est plus un canal aussi prioritaire qu'avant, ça reste un canal important et on continue d'investir sur de la conversion. Donc ça c'est les ads assez classiques, mais on a rajouté un peu 2 blocs. Le premier bloc c'est le bloc notoriété. Et donc là-dessus, ça va être typiquement la campagne qu'on a faite là pour la Coupe du Monde. On a annoncé un partenariat avec Dembélé, donc Mogla Dembélé, l'avancante de l'US Cofri, que
que tu connais sans doute. Et donc ça, c'est un partenariat qui a pour but de faire connaître la marque, qu'on se dise « Ah, c'est une marque qui est sympa », faire un spot qui interpelle. Et donc, tu as vraiment cette dimension de notoriété. Ça passe aussi par vraiment le renforcement de tout ce qui est nos assets de marque. Et donc, installer notre logo, répéter notre nom de marque, installer une couleur, le rose. Tout ça, en fait, c'est dans ce bucket-là que ça va se faire. Okay. Et c'est du coup une logique qui est assez différente. Enfin, tu vois, quand tu fais un spot télé, il faut que tu prononces 900 Care au début, au milieu, à la fin, qu'on voit ton produit pendant la majorité du spot, etc. C'est complètement différent de ce qu'on fait en ads, où le but, c'est que ça a l'air le plus organique possible et que le produit, il arrive pour nous assez tard. Ce que tu veux, c'est que les gens, en haut, ce que tu veux, c'est que les gens impriment et comprennent et retiennent. Quoi. Voilà. En gros, il faut qu'ils entendent une version un peu extrême de ça, c'est comme j'aime. Tu vois, comme j'aime, en fait, ils bombardent, ils répètent comme j'aime, et en fait, tu penses à eux le jour où tu as envie de faire un régime, quoi. Et après, au milieu, du coup, c'est ce qu'on appelle la couche Drive to Store. Donc là, c'est plus dire aux gens où est-ce qu'on est présent. Donc ça peut être des ads, ça peut être du mailing, etc. Mais leur dire, en fait, vous pouvez nous retrouver chez Carrefour, chez Intermarché, chez Leclerc. Et donc, dans ton mix d'invest, ça représente quoi aujourd'hui? C'est majoritaire sur le offline ou c'est... Ça dépend. En fait, tout ce qui est télé, en fait, ça marche par vague. Ouais. Donc, pendant les vagues, ça va être majoritaire, mais il y aura aussi des périodes où sans doute on n'investira pas en télé. Après, ça reste un gros bucket, le bucket conversion, et après, le bucket drive to store, il est moins important. Et alors, TV, parce que c'est, à ton sens, la seule manière de véhiculer ce type de message, ou c'est aussi parce que ça te permet de toucher une audience que tu ne toucherais pas, par exemple, avec du un peu les deux. Mais c'est vrai que tu pourrais faire aussi... tu pourrais aussi faire le même type d'ads et de stratégie sur du pré-roll YouTube. L'avantage de la télé, c'est que c'est entre guillemets non skippable, même si les gens peuvent changer de chaîne. Ce qui est un point commun avec le pré-roll YouTube ou la télé en replay. Et c'est plus ça, c'est d'avoir un contenu où tu sais que les gens vont a priori regarder. Ça touche un peu tout le monde. Et après, il y a deux avantages un peu plus tactiques à la télé. C'est que, ça a un vrai effet sur les consommateurs de crédibilité. Le vu à la télé, en fait, ça reste un truc qui est un gage de sérieux, de puissance de marque, etc. Il y a beaucoup de gens encore qui pensent que les trucs sur Internet, c'est des arnaques. Et donc, le fait de voir à la télé, c'est vrai, c'est fou. C'est très rassurant. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas considéré pareil par les acheteurs de la grande distribution. C'est-à-dire que dire je vais mettre 300 000 euros en télé ou 300 000 euros sur Meta, dans un cas, ils vont dire « Ah, vous êtes une marque sérieuse » et dans l'autre, ça ne va pas forcément avoir le même impact, quoi. Du coup, les canaux hors online que vous avez, donc il y a la TV, vous faites un peu d'affichage aussi? Un petit peu d'affichage, mais c'est vraiment... En gros, la façon dont on pense tous ces trucs-là, c'est vraiment assez opportuniste et drivé par l'idée créative. C'est-à-dire qu'on avait cette idée de campagne avec Mogla Dembélé, donc on en a fait un spot télé et on a eu l'opportunité de faire de l'affichage, donc on l'a fait parce qu'on trouvait que ça se prêtait bien sur l'affichage, mais ça ne veut pas forcément dire... Et puis c'est aussi, on est dans une phase où c'est assez nouveau, donc on va tester, on va voir ce qui marche pas, ce qui pose aussi toute la question de comment est-ce que tu mesures, ce qui n'est pas forcément facile. Donc on est assez opportuniste. En gros, le canal doit être au service du message aussi. Il y a des trucs qui se racontent bien en affichage, il y a des trucs qui se racontent bien en télé. Sachant que nous, on a quand même un tropisme vers la vidéo parce qu'on a un produit qui a besoin d'être expliqué, c'est ce qu'on disait au début. Et la meilleure façon d'expliquer, c'est quand même de montrer la bouteille, les bâtonnets, l'eau et quelqu'un qui se douche. En fait, en gros, en 4 gestes, tu as compris comment ça marche, alors que si tu dois l'expliquer sur une affiche, c'est beaucoup plus dur. Tu as parlé de mesure. Comment tu mesures l'impact de campagne offline? C'est très différent, j'imagine, d'une campagne online. Super dur à mesurer. Et je pense pas qu'on ait encore 100% trouvé comment le faire. Mais globalement, si tu réfléchis à ce que tu essaies de faire, tu as différents objectifs en fonction de différents types de campagnes. Quand tu fais de la noto, ton but, c'est d'augmenter ta notoriété. Et donc là-dessus, il faut mesurer ta notoriété. Donc avant notre campagne télé, on a fait un pulse de notoriété assistée. On a donné 10 marques de gel douche, on a dit lesquelles vous connaissez. Il y avait 900 Care dans le lot, donc on sait combien de pourcents connaissent 900 Care en notoriété assistée. Comment est-ce que ce chiffre évolue après la vague télé et voir est-ce que ça a augmenté, pas augmenté. C'est Brandlift, c'est ça? C'est pas Brandlift, c'est vraiment sur un sondage. On passe par YouGov, nous, mais en gros, ils prennent 1000 personnes, ils leur posent une question et ils disent
C'est vraiment de la notoriété assistée, quoi. Tu réponds à une question parmi ces 10 marques de gel douche. Tu vois le delta s'il y a eu un. Ouais. Ok, intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Pour les campagnes télé qui sont plus perf, c'est-à-dire où tu vas plus diriger vers le site, etc., dire retrouvez-nous sur 900.fr, tu fais aussi la mesure de coût par clic, enfin coût par visite. Donc en gros, ça c'est assez facile à faire. Hein, et c'est assez facile à faire parce que tu sais quand ton spot est diffusé. Et donc tu regardes la baseline et tu regardes dans les X temps qui suivent le spot. Donc il y a des outils qui te permettent de faire ça, mais dans les X temps qui suivent le spot, de combien tu as eu de visites incrémentales en plus, et tu peux sans doute les attribuer à la télé. Donc ça, c'est plus sur la partie télé. Et après, en plus de ça, il y a 2 autres trucs que tu pilotes. C'est le sondage post-achat. Dans ton sondage post-achat, tu as les gens qui t'ont connu via la télé, et donc tu espères que ça augmente. Et tu pilotes aussi ton sell-out en magasin. Donc le sell-out, c'est qu'est-ce qui s'est vendu vraiment dans les magasins, donc les achats des clients. C'est une notion qui est un peu différente en gros, en retail, je fais un mini aparté, mais tu as le sell-in, c'est quand toi tu vends à Carrefour, et le sell-out, c'est quand Carrefour vend à ses clients. En général, les deux doivent être alignés, parce que si tu as plus de sell-in que de sell-out, à un moment, ils se surstockent, puis ils vont arrêter de te commander, parce que du coup, ça veut dire que ça ne sort pas assez. Et si tu as plus de sell-out que de sell-in, tu te retrouves en rupture de stock, puisqu'ils vendent plus que ce que tu leur envoies. Et cette data, ils te la partagent régulièrement Ouais, on arrive à la récupérer sur certaines enseignes, notamment Carrefour et Intermarché. On n'arrive pas à la récupérer. D'ailleurs, je crois qu'elle n'existe pas du tout chez Leclerc. Donc Leclerc, on n'a que des informations de sell-in, et sur d'autres partenaires, on a des informations de sell-out. Okay. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, avant le push, on était à temps, à la fois sell-out, et puis certains nous partagent aussi des parts de marché. Tu dis, ma part de marché, c'était tant. Après, c'est tant. Et donc, du coup, est-ce que ça a monté, est-ce que ça a baissé? Et tu essaies de te convaincre du coup, c'est efficace. C'est toi qui viens du monde du online, c'est pas trop frustrant d'avoir des cycles entre le moment où tu as l'action et la data, et du coup, les cycles d'itération qui sont beaucoup plus longs que ce que tu peux avoir sur un site où tu as... Si, c'est frustrant, mais c'est aussi, quelque part, tu vois, c'est aussi un peu épuisant, le online, de piloter tout le temps la perf au jour, machin, et... tu peux avoir aussi tendance à surréagir et à suroptimiser ou à surinterpréter des trucs. Et souvent, en fait, ça te détourne peut-être un peu de ce qui est important. J'étais assez convaincu du truc de dire si tu améliores ton site 1% tous les jours, à la fin de l'année, tu auras fait fois je sais plus combien. Et en fait, j'en reviens un peu parce que souvent, je pense que les 1% d'amélioration, c'est souvent du bruit. Souvent, en fait, c'est pas significatif, t'as pas assez de volume pour dire que c'est... Et donc, tu passes beaucoup d'énergie à faire des trucs qui sont peut-être pas aussi impactants. Enfin, tu vois, genre changer la couleur d'un bouton, ouais, sans doute que quand t'es Amazon ou Facebook, c'est important, mais pour 900K, en fait, c'est pas très important. Là où, sur le retail, du coup, tu peux te concentrer sur des priorités long terme et te dire, je fais des trucs qui vont vraiment avoir un impact... Enfin, ça te permet de te recentrer. Le fait d'avoir moins de bruit, ça te permet aussi de te recentrer sur l'essentiel et de te dire, OK, en fait, j'ai des convictions. Si on fait bien ça, ça et ça va marcher. Et après, tu vois, c'est sûr que tu as un lag avant de le voir. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément une façon moins efficace de piloter une boîte. Et quelque chose que vous faites assez bien chez 900K, c'est... Alors moi, j'appelle ça street marketing. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est marketing assez innovant. Tu m'as raconté quelques... petites anecdotes, le déo Dembélé en fait partie. Vous avez aussi été assez innovant dans la manière de rentrer en contact avec Michel Leclerc, Thierry Cotillard. Pareil, il y a une campagne pour passer dans Qui veut être mon associé, etc. Est-ce que tu peux déjà nous raconter deux, trois choses que vous avez faites un peu cool, et surtout derrière, toute l'idéation, la réflexion, ça m'intéresse. Ouais. Dans les trucs marrants, en effet, tu as parlé... donc, à un moment, on s'est dit qu'on voulait passer dans Qui veut être mon associé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un grand camion. On a bâché le camion avec une grande affiche rose marquée « Prenez 900K dans Qui veut être mon associé ». On allait le garer devant la société de prod de Arthur, qui est en fait le producteur de... Arthur, donc l'animateur, qui est le producteur de Qui veut être mon associé. Et ça l'a fait super marrer. Du coup, il est descendu, on a discuté, il nous a invités à prendre un café, etc. Donc finalement, ça s'est pas fait parce que au final, la boîte était un peu trop grosse par rapport à ce qu'il cherchait chez Qui veut être mon associé. Mais en revanche, ça a bien fait parler. Arthur l'a reposté en disant que c'était un super coup d'audace et que c'était un bon exemple à suivre. Donc ça avait bien marché. On avait fait aussi un truc un peu similaire avec
Thierry Cotillard, où en gros on lui avait créé une chanson. Donc Thierry Cotillard, c'est le patron, le président du groupement des Mousquetaires dont fait partie Intermarché. On lui avait créé une chanson qui était référence 900K Thierry, qu'on avait mis sur LinkedIn. On avait demandé à notre communauté d'aller liker en disant, en le taguant et en disant vas-y Thierry, référence 900K, rencontre-les pour un café. Donc on avait pris un café. Finalement, on a réussi à être référencé. Ça a sans doute un petit peu aidé, mais c'est principalement parce que les produits se vendaient bien et que l'équipe d'acheteurs a décidé de nous référencer. Et donc, suite à ça, on a dit ce serait marrant de faire le follow-up. Et donc là, on a pris un vrai groupe et on est allé un matin dans un des magasins de Thierry Cotillard, puisqu'il en possède quelques-uns. Avant, il fait la tournée en fait tous les lundis matins de ces magasins. Donc avant sa tournée, et on a mis un groupe, on a installé au milieu du magasin et on a joué la chanson en live. Énorme. Ça, c'était assez cool, ça a bien pris, ça lui a bien plu. On a fait un truc un peu similaire avec Michel-Édouard Leclerc où on lui a créé un dessin animé qu'il mettait en scène. Pareil, on l'a interpellé, on a pu le rencontrer. Et puis là, récemment, on est aussi devenu partenaire de l'AS Saint-Etienne. On a fait du sponsoring d'Essel. Donc voilà, on est le premier sponsor maillot SL comme on fait du vidéo. Voilà, donc pas mal de petites idées un peu marrantes. D'où ça vous vient, ces idées? C'est beaucoup, en fait, Thomas et moi, donc mon associé et moi, on réfléchit à ces trucs-là et on fait des choses qui nous font marrer. Et je pense que c'est vraiment un truc qu'on essaye d'impulser chez 900K, c'est de dire, en fait, quand tu fais des trucs qui te font marrer, auxquels tu crois, et en gros, en général, les gens le sentent et ont envie de se marrer avec toi aussi, quoi. Et donc, c'est un truc qui est assez important. Nous, on fait très peu de benchmark. On va très peu copier ce que d'autres marques font, etc. On est plutôt sur un truc ça vient plutôt de l'intérieur, de dire vas-y, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et puis c'est souvent des discussions un peu voilà, où on dit ça vient un peu n'importe quand, autour d'une bière, autour d'un machin, où on commence à délirer sur le fait ce serait marrant qu'on sponsorise les selles de la Saint-Etienne, et en fait finalement de fil en aiguille ça se fait, et donc c'est vraiment des trucs comme ça où souvent ça part d'idées, et juste on a un peu ce truc de pousser le truc loin. Tu l'as pas systématisé, quoi. Ça fait partie de votre ADN, c'est assez spontané, ça vient. Ouais, c'est assez spontané. Je pense pas qu'il y ait forcément de méthodo particulière, mais en revanche, je pense qu'il y a un truc, c'est essayer de s'écouter, de se faire confiance et de pas trop réfléchir en termes de qu'est-ce qui est bien, pas bien, comment est-ce que les gens vont réagir. Enfin, en gros, tu vois, il y a plein de gens qui seraient tétanisés à l'idée de faire une vidéo qui met en scène Michel-Édouard Leclerc, et nous, on s'est juste dit, si c'est bien fait, que c'est marrant, que ça nous fait marrer, il y a des chances que ça le fasse marrer aussi, et peut-être que parfois on se prendra des portes, et tant pis, c'est pas grave, tu vois, mais je pense juste se décomplexer là-dessus et se faire confiance. C'est rassurant, en fait, de suivre des méthodes ou des guidelines, ou de faire le même branding ou le même truc que des marques qui marchent très bien, et ça peut très bien marcher, mais je trouve que du coup, tu te marres moins et qu'à la fin, ça se ressent, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'on a un peu ce réflexe de se dire on veut un peu tout mécaniser, tout, tu vois, les plages de brainstorm, c'est à tel moment, de là, doivent sortir des idées créatives, ce genre de choses, mais rien ne vaut, je pense, une idée spontanée poussée. Ouais, et tu vois, c'est assez marrant parce que je pense qu'avant, on avait aussi ces plages de brainstorm. Et on en fait de moins en moins parce que, en gros, c'est plus, on se dit, ce serait bien qu'on réfléchisse. Tu vois, je sais pas, on a été contacté par telle équipe de sport, ou on aimerait bien faire un truc avec telle personnalité ou telle marque. Ce serait bien qu'on réfléchisse à un truc. Et en fait, c'est pas forcément dans la session brainstorm où on se dit on va réfléchir à ce truc qu'on va trouver, mais c'est plus peut-être ton cerveau qui travaille en quotidien, puis à un moment sur ton vélo, tu vas penser à un truc, ou dans ta douche, ou tu vas voir un truc qui va te faire penser. C'est juste que il faut avoir ce truc de dire, tu as une espèce de, un peu, je sais pas, tu as des lignes à l'eau, tu te dis j'aimerais bien faire ci, ça, et puis à un moment, tu as un truc qui va sortir, et là, il faut juste savoir choper l'idée et tirer le fil, quoi. Moi, je fais un parallèle avec alors, je suis complètement du cadre, mais sur la partie création de contenu, moi, je fais pas mal de création de contenu, et qui est évidemment beaucoup rythmé et drivé par la partie créativité, donc inspiration, et j'ai tout essayé, notamment de mécaniser beaucoup et me dire ok, mes plages horaires, ça, et en fait je pense que ça marche pas comme ça. C'est vraiment la créativité, c'est un truc où moi je le vois beaucoup comme un peu des flux, tu vois, qui sont plus ou moins forts, et il y a un moment où soit tu le captes, et donc dans ce cas-là tu le notes à un endroit et ça te revient plus tard et tu le développes, soit tu peux pas le forcer, quoi.
Et par contre, je pense en revanche que ça reste quand même un muscle que tu peux entraîner à force, tu vois, de te dire j'ai une idée, tiens, j'en fais quelque chose. Oui. Et du coup, ça te met ton cerveau en mode un peu alerte et donc beaucoup plus réceptif à tiens, ça peut être une idée, ça peut être une idée, ça peut être... Alors, je l'applique pas pour la même chose que toi, mais dans l'idée, finalement, c'est assez similaire. Et oui, je suis d'accord, c'est un muscle et il faut passer à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, si tu restes à la phase où tu dis je vais juste me promener, il en sort jamais rien, en fait, tu t'entraînes pas. Et après, je pense que la créativité, c'est vraiment aussi un truc où c'est important de réussir à se nourrir parce que la créativité, souvent, c'est connecter deux trucs qui n'ont rien à voir. Et souvent, en fait, en gros, c'est assez marrant. C'est de connecter aussi à des, tu vois, je sais pas, une passion et un truc business et d'en faire, tu vois, une chanson pour Thierry Cotillard. C'est parce que moi, je joue beaucoup avec ces outils de génération de chansons. Je le fais dans ma vie perso parce que je crée des chansons pour mes enfants. Je trouve ça trop bien. Et ben, en fait, du coup, tu prends ce truc-là, qui est un truc que tu aimes bien faire en perso, et tu l'importes dans ta vie pro, et ben, paf, ça fait une idée. Là où, en fait, quelqu'un qui n'a pas ce truc-là n'aura pas cette idée. Et c'est là, en fait, où la créativité, c'est pour ça que je pense que c'est très individuel, c'est que ça vient forcément de la connexion d'une problématique business avec un truc, un talent, tu vois, je sais pas, on a quelqu'un qui fait de l'impression 3D dans la boîte, et ben, on met ce talent-là au service on a fait des petits trophées pour nos partenaires de retail pour leur dire bravo, vous avez économisé tant de plastique. Et on a imprimé en 3D avec un beau logo 900 Care qui est un petit truc qu'ils peuvent garder sur leur bureau. Ça vient du fait que lui, dans sa vie perso, il a fait ce truc-là. Je suis d'accord, je suis 100% convaincu. Je pense que plus on laisse d'espace pour des influences externes, plus il y a de chances que ça crée quelque chose qui soit un peu nouveau. Les périodes où j'ai eu le moins d'inspiration, c'est celle où je bossais le plus, parce que en fait, t'as pas de place. C'est pas que tu vis rien, mais tu vis moins de choses, et donc il t'arrive moins de trucs cool qui peuvent déboucher sur une idée un peu. Mais il faut désapprendre en fait ce truc de se dire en fait les moments. Être productif tout le temps. Exactement. Et c'est pas facile, surtout quand tu es dans une logique de fondateur, etc. De dire t'as des moments en fait accepter que les moments où tu flânes, où tu fais d'autres trucs, c'est des moments aussi qui sont en fait des moments potentiellement de taf, en tout cas où tu vas te nourrir ton inspiration, quoi. Tout à fait. C'est quoi vos grands enjeux sur les 3, 4, 5 prochaines années pour 900 Care ? Je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire sur la grande distribution en France. Donc ça va être vraiment ça le gros focus des années à venir. Si on double-clique là-dessus, en fait, finalement, la grande distribution, c'est relativement simple. Faire du chiffre en grande distribution, il faut avoir... c'est une multiplication entre ton nombre de magasins, ton nombre de produits par magasin et à quelle fréquence se vend chacun des produits. Et aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal sur les deux extrémités, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de magasins, et notamment les magasins les plus gros. Donc on a encore des choses à aller chercher là, mais ça ne sera pas ça qui va nous faire quadrupler de taille. On est bien sur la partie comment ça se vend en magasin, puisqu'on est déjà au-dessus des moyennes de la catégorie. Donc pareil, je pense qu'on peut encore pousser ce curseur, mais pareil, on ne fera pas x4 sur les ventes par produit. Et en revanche, là où on a beaucoup à aller chercher, c'est sur la taille de l'assortiment, puisque chez Carrefour, qui est notre plus gros partenaire, on a 4 parfums de gel douche. Tu regardes le leader du marché, on a 40. Et 40 avec à chaque fois 3 facings, c'est-à-dire que chaque référence est en triple dans les hypermarchés. Et donc, tu as énormément de place à aller chercher. Et donc là, de se dire, en fait, tu passes de 4 à 16 ou de 4 à 30, c'est ambitieux, mais c'est pas déconnant. Et donc, ce serait là-dessus qu'on aurait un gros axe de croissance. C'est quoi le nombre de références que vous avez chez 900 Care au total ? En tout ? Ouais. En fait, on a, on a 5 grandes catégories de produits sur la partie hygiène. On va avoir en plus liquide vaisselle, lessive et tablette lave-vaisselle sur la partie... donc ça fait 8 grosses catégories. Et sur chaque catégorie, tu vas avoir... entre 10 parfums pour le gel douche ou à 3-4. Donc, tu vois, en fait, potentiellement, on a déjà plus de 80 références et on pourrait monter à beaucoup plus à l'avenir, quoi. Ok. Pardon, du coup, je t'ai coupé, tu disais. Non, mais donc ça, le retail, grande distribution, c'est la grosse priorité. En France, c'est la grosse priorité. Et puis, au bout d'un moment, il y a sans doute la question se pose de quelle brique tu rajoutes au-dessus. Une des briques assez évidentes, ce serait l'international, qu'on a un peu testé en 2024, mais ça n'a pas très bien marché, notamment sur la partie rétention. Parce que l'international, ça ajoute beaucoup de complexité. Et nous, on avait fait des choix pour simplifier et de ne pas traduire, par exemple, nos packaging.
Et donc derrière, je pense que forcément, tu es un Italien, tu reçois un packaging en français et anglais. En fait, t'as pas envie de te faire chier, t'arrêtes quoi. Donc je pense qu'il y a un truc à faire, mais sans doute que si on le fait, ce serait déjà avec peut-être nativement un modèle omnicanal et sans doute en retravaillant un peu plus toute l'exécution. Tu penses que une marque comme Sancar a le potentiel d'aller à combien de chiffre d'affaires en France uniquement via cette stratégie retail? Je pense que si on fait bien notre taf, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas aux 100 millions dont on parlait en entrée, parce qu'on est dans plein de catégories. Alors, ça suppose plein de choses, notamment le fait de bien marcher dans plein de catégories, et pas juste bien marcher en gel douche ou bien marcher en déo. Mais si on arrive à avoir, tu vois, te dire que tu as 5 catégories qui chacune te rapporte 20 millions d'euros, c'est pas déconnant, tu vois. C'est pas infaisable. Ouais, une marque de gel douche qui fait 20 millions d'euros en grande surface, tu te dis, il y en a plein. Là où c'est difficile, c'est de se dire, est-ce que tu arrives à répéter le truc sur plein de catégories différentes? Si tu relançais, si vous relanciez avec son associé aujourd'hui 900 Care, est-ce que vous referiez les choses dans le même ordre? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Globalement, je pense que oui, dans le sens où forcément, il y a peut-être des choses où on aurait pu gagner du temps, on aurait pu relancer en retail un peu plus vite, etc. Mais finalement, la séquence est pas mal. C'est-à-dire que tu te construis, tu sors ton produit, tu commences à te construire ta notoriété en ligne avec des early adopters qui ne te coûtent pas très cher et où tu peux être très rentable. Et ensuite, à ce moment-là, tu lances en retail et tu arrives avec un peu de traction. Une des raisons pour lesquelles ça marche très bien 900 Care, c'est que on n'est pas une marque qui arrive de zéro. On est une marque qui a déjà de la traction embarquée, de la notoriété. Plein de clients qui ont testé mais sont plus abonnés pour X ou Y raison, mais qui ont bien aimé les produits, qui sont ravis de les racheter en retail. Et donc, tout ça, en fait, ça porte beaucoup la marque. Donc, je pense que la séquence est pas mal. Il y a sans doute des raccourcis qu'on aurait pu prendre, mais je ne suis pas sûr que... En tout cas, un truc que je ne ferais pas, c'est tout de suite aller bille en tête sur 3 canaux, etc. Je pense que c'est bien d'être focalisé et je trouve que le online, c'est un très bon canal pour démarrer parce que ça te permet d'itérer vite, de tester plein d'angles, de bien connaître tes clients, de connaître ton discours, etc. Ce qui est beaucoup plus... pour le coup, les sites d'itération rapide, c'est quand même vachement bien au début parce que avant de trouver... tu vois, nous, quand on a lancé 900 Care, on pensait que l'argument principal, c'est arrêter de jeter du plastique. En fait, c'est un argument qui porte très peu parce qu'il est très peu personnel. C'est-à-dire que même si moi j'arrête de jeter du plastique, si mon voisin en jette, on ne règle pas la pollution plastique. En plus, la pollution plastique, je la conçois, mais je ne la vois pas au quotidien, puisqu'en fait, ça disparaît dans les poubelles. Et donc, en fait, on n'a jamais réussi à faire une ads qui marche en parlant du plastique. Mais ça, on l'a su parce qu'on a vu les perfs de nos ads méta et on a vu que ça ne convertissait pas. Là où arrêter d'acheter de l'eau, qui est en fait, tu peux penser que c'est similaire, mais en fait, c'est très différent parce que arrêter d'acheter de l'eau, ça veut dire arrêter de vous faire arnaquer en achetant des trucs que vous avez au robinet. Et ça déclenchait des réponses beaucoup plus émotionnelles et ça faisait convertir beaucoup plus les gens. Ça, c'est une mine d'or, en fait, de savoir ça avant d'aller en retail. Parce que si on était allé en retail en premier, on aurait sans doute communiqué sur les mauvais axes. Donc, je pense que la séquence, elle est bien. Et sans doute, tu peux aller un petit peu plus vite sur les étapes, mais ouais, non. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter, te suivre? LinkedIn. LinkedIn. Ouais. Aymeric Grange. Ouais. Grange. Voilà, comme une grange. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive au bout de l'épisode. Aymeric, merci beaucoup pour écoute, merci, cet échange. C'était très riche. Très cool. On a couvert plein de sujets. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont apprécié et celles qui sont restées jusqu'au bout, merci. Un grand merci. Je pense que c'est le moment, en tant que bon créateur de contenu, je demande à celles et ceux qui sont encore là de s'abonner à la chaîne ou de mettre un petit like et un petit commentaire. Blague à part, merci beaucoup. On te souhaite plein de belles choses, plein de réussites pour la suite de 900 Care. On va suivre évidemment ça et on espère avoir des campagnes de street marketing encore. C'est sympa. Encore plus merci. Salut Aymeric. Salut. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.